Le fait d'être étudiant, ça a des avantages et des inconvénients. Comme toute ligne de départ, elle n'est pas forcément à égalité avec les autres lignes de départ. Mais retenez un truc, c'est qu'il n'y a pas de bon moment pour être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est un peu comme toutes les grandes choses de la vie. C'est comme avoir des enfants ou se marier ou machin. Il n'y a pas de vrai bon moment. Si vous vous mariez trop jeune, ça a des avantages. Si vous vous mariez trop tard, ça en a d'autres. Donc vraiment, il n'y a pas de bon moment pour être entrepreneur. Souvent, les gens essaient de stratégiser. Et l'autre chose, c'est qu'il faut comprendre qu'être entrepreneur, c'est quelque chose de différent de tout le reste. Il n'y a rien qui prépare à l'entrepreneuriat en dehors de l'entrepreneuriat. Bonsoir à tous, bienvenue à The Family. Je m'appelle Mario, je suis le président de Start in Saclay, donc on organise cet événement avec The Family, coup d'état plus en particulier. Ce soir, il y a Oussama Hamar, donc le cofondateur de The Family, qui va vous présenter les clés pour entreprendre en tant qu'étudiant. Pour vous présenter rapidement Start in Saclay, on est la plus grande association étudiante en France pour l'entrepreneuriat. Donc on fait une trentaine d'événements par an sur 6 formats différents. Le but, c'est de sensibiliser l'entrepreneuriat pour les étudiants dans les universités et les écoles de Saclay et d'accompagner les entrepreneurs via des événements. Donc on fait pas mal de masterclass et de workshops. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux pour voir un petit peu ce qu'on fait. Je vous laisse accueillir Oussama du coup. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes beaucoup, vous avez l'air très serré, j'espère que c'est pas trop inconfortable, mais il y a un peu de place, alors peut-être que vous pouvez prendre vos aises. Je m'appelle Oussama, j'ai cofondé The Family. The Family a créé Coup d'État il y a quelques années. On a repris Coup d'État sur les chapeaux de roue grâce à Valentin qui nous a donné l'envie et l'ambition. Et ce soir, on va parler ensemble de la question être étudiant et entrepreneur. Alors, vous êtes tous des étudiants, parce qu'il y en a qui ont l'air vraiment vieux pour être étudiants. Donc, qui est étudiant? Levez la main, sans mentir. C'est pas grave, on ne virera pas les autres. D'accord, cool, bon, bah, c'est la majorité. Vous êtes plutôt au début de vos études? À la fin de vos études, tous? Ok, super. Qui a déjà lancé un projet ou est en train de lancer un projet? Ok, la majorité. Qui a envie d'en lancer un dans les 2 ans qui viennent? Tous les autres? Alors, il y en a, ils ne sont pas étudiants, ils n'ont pas envie de lancer de projet, ils n'ont pas de projet. Videur. Qu'est-ce qu'ils foutent, quoi. Ok, alors, on va essayer de... Je vais vous donner un petit speech introductif pour vous chauffer. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on fasse un truc interactif, d'accord? Parce qu'après tout, je raconte tout le temps la même chose, vous pouvez me voir sur YouTube. Il y a un moment, je finis par m'auto-souler. Donc, il faut penser à moi, il faut penser à mon plaisir. Et il faut me poser des questions. Et comme ça, peut-être je vous dirai des trucs intéressants. Alors, je fais tout dans les questions. Astrologie, amour, vos problèmes perso, argent. On peut tout traiter. Alors, la question de l'entrepreneuriat étudiant, c'est une fausse question. Il n'y a qu'en France où on crée des statuts d'entrepreneur étudiant. C'est des passions françaises, les statuts. Parce qu'en France, on adore définir son identité de façon subie plutôt que de façon choisie. Quand vous êtes entrepreneur, vous avez une identité d'entrepreneur. Vous soyez étudiant, pauvre, riche ou je ne sais pas quoi. L'entrepreneuriat, c'est finalement une identité très méritocratique. Et donc, si vous êtes entrepreneur, peu importe votre situation initiale, ce qui compte et ce qui est important, c'est que vous êtes un putain d'entrepreneur. Le reste, ça compte pas. Alors, évidemment, le fait d'être étudiant, ça a des avantages et des inconvénients. Comme toute ligne de départ, elle n'est pas forcément à égalité avec les autres lignes de départ. Mais retenez un truc, c'est qu'il n'y a pas de bon moment pour être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est un peu comme toutes les grandes choses de la vie. C'est comme avoir des enfants ou se marier ou machin. Il n'y a pas de vrai bon moment. Si vous vous mariez trop jeune, ça a des avantages. Si vous vous mariez trop tard, ça en a d'autres. Si vous faites des enfants très jeunes, ça a des avantages. À 40 ans, vous pouvez être retourné à Nikki Beach et être tranquille. Mais si vous faites des enfants très tard, ça a d'autres avantages. Vous avez pu rester jusqu'à 40 ans sur Nikki Beach. Donc vraiment, il n'y a pas de bon moment pour être entrepreneur. Souvent, les gens essaient de stratégiser. Et l'autre chose, c'est qu'il faut comprendre qu'être entrepreneur, c'est quelque chose de différent de tout le reste. Il n'y a rien qui prépare à l'entrepreneuriat
en dehors de l'entrepreneuriat. Seul moyen d'apprendre à être entrepreneur, c'est d'entreprendre. Vous pouvez écouter des super conférences coup d'État, vous pouvez lire des choses en ligne, lire tous les médiums du monde, ça peut vous aider, ça peut vous inspirer, ça peut vous motiver, ça peut vous encourager, ça peut vous faire plaisir, ça peut être sympa, mais ça sera jamais et ça ne remplacera jamais le fait de faire. Faire, c'est la seule chose qui rend la chose réelle. Et pour rendre l'entrepreneuriat réel, il faut être entrepreneur. Alors tous les plans à 2 balles du genre, je pars 4 ans en conseil ou en banque, comme ça j'apprends des trucs et après je deviens entrepreneur, je me demande comment les gens peuvent croire que c'est encore vrai. Mais, des fois je me dis, mais dans quel patelin de haute montagne ces gens vivent en fait? Parce que d'abord, il suffit d'ouvrir les yeux autour de vous. Vous voyez bien que la plupart des entrepreneurs sur les 10 dernières années ne se gargarisent jamais de ce genre d'expérience en disant « Ah ouais, j'étais 4 ans en conseil et ça m'a tellement appris de faire des slides jusqu'à 22 heures que maintenant, je suis entrepreneur, je fais des slides. » C'est bon. Alors peut-être qu'à la BPI, ils ont des mecs comme ça, donc ils ont des dossiers subventions, mais ils ne sont pas entrepreneurs. Pourquoi? Parce qu'être entrepreneur, aujourd'hui, c'est aussi simple que de faire un produit et de le vendre. C'est cette boucle qui n'a jamais été aussi directe dans l'histoire de l'humanité. Et à peu près toutes les frictions à cette boucle sont en train d'être supprimées. S'il en reste quelques-unes, quand vous voyez que même dans le hardware, maintenant, il est possible d'imprimer en 3D et de faire des choses simples, même si le hardware devient easy, je veux dire, où est la barrière? Et en plus en plus de projets arrivent à mobiliser des capitaux de plus en plus ambitieux. Par exemple, il y a 5 ans, quand on a créé Agricool avec les fondateurs d'Agricool, tout le monde nous prenait pour des fous. C'est quand même une boîte qui a levé pratiquement 40 millions d'euros avant d'avoir la moindre fraise mangée par quelqu'un. C'est le genre de truc qui avant était réservé à nos amis les Américains. Maintenant, on arrive à faire ça à Paris. Donc si on a réussi pour Agricool, à The Family, il n'y a pas de raison, si vous êtes très ambitieux et très motivé, avec une vraie vision et quelque chose d'enthousiasmant, que vous n'y arrivez pas pour votre projet. Et donc, le sujet, c'est d'être suffisamment motivé et ambitieux pour faire quelque chose. Et faire quelque chose tout de suite, il n'y a pas de bon moment. Alors, quand on est étudiant, c'est quoi les avantages? D'abord, en général, on est subventionné quand on est étudiant. La plupart des étudiants ont la chance d'être subventionnés soit par leurs parents, soit ils touchent un peu de bourse, soit machin. Et puis le deuxième avantage, c'est qu'on a très peu de responsabilités personnelles. Normalement, si vous n'êtes pas trop fracassé par la vie, ça devrait aller à votre âge. Il y a rarement d'enfants cachés, il n'y a pas encore de pension de divorce, il n'y a pas encore un cash flow et surtout l'habitude de bien vivre. Ça, vous ne l'avez pas encore normalement. Et donc ça, normalement, ça réduit votre coût d'entrée dans l'entrepreneuriat. Parce que le coût d'entrée dans l'entrepreneuriat, c'est aussi simple que l'argent que vous gagnez tous les mois. Si vous avez l'habitude de vivre avec 15 000 euros par mois, quand vous devenez entrepreneur, si vous vous dites que Day One, ce projet doit produire 15 000 euros par mois, c'est dur. Si vous avez l'habitude de manger des pâtes et boire des mauvais cocktails avec vos potes à la cafette ou je sais pas quoi, bah, c'est moins compliqué tout de suite d'avoir un projet qui arrive à financer ce mode de vie. Et le deuxième grand avantage quand vous avez étudiant, c'est qu'en général, vous êtes relativement incompétent et inconscient. L'école est suffisamment théorique et déconnectée de la réalité pour ne pas vous avoir appris grand-chose. Et ça, c'est plutôt une force, en fait. Vous ne vous rendez pas compte à quel point l'expertise est paralysante. En général, nous, quand on voit une entreprise intéressante dans un sujet, elle est très, très, très rarement produite par l'expert du sujet. Parce que par définition, les experts, ils voient tout ce qui ne marche pas. Une blague que m'a raconté le fondateur de PayFit récemment qui m'a fait mourir de rire. Je me suis étouffé tellement ça m'a fait rire. Et il me regarde, il me fait quand même la paix si j'avais su. Sous-entendu, si j'avais su à quel point c'était emmerdant, je ne l'aurais jamais fait. Mais quand ils ont démarré, en fait, ils ne sont pas compris que le problème était aussi grave. Ils se sont dit, bah ouais, les gens, ils ont besoin de fiches de paie. Personne ne fait des fiches de paie, on va faire des fiches de paie. Et tout le monde a rigolé. Tout le monde s'est dit, haha, mais bien sûr, tu crois que c'est facile de faire des fiches de paie? Bah oui, c'est facile. Et 2 ans plus tard, ils ont créé leur propre langage de programmation. Ils ont une boîte de 150 personnes et ils pensent toute la journée à la fiche de paie et aux problèmes RH et à qu'est-ce que ça implique, etc. Et c'est devenu leur expertise et leur sujet de vie. Mais s'ils avaient connu d'avance, s'ils avaient été comptables paie pendant 10 ans, mais jamais ils auraient fait ça. Ils auraient été découragés avant de commencer. C'est un peu comme si vous montez une montagne et que vous ne voyez pas que le sommet il est loin et que vous pensez que le premier sommet, c'est la destination finale. Vous montez, vous dites « Ah tiens, il y en a un deuxième ». Vous le montez, « Ah tiens, il y en a un troisième ». Putain, elle est haute cette montagne. Et en fait, petit à petit, vous gravissez beaucoup plus de chemin que si on vous l'avait annoncé.
Donc le pouvoir de l'ignorance et le pouvoir de l'incompétence, c'est extrêmement favorable aux entrepreneurs. En France, on a tendance à valoriser les gens qui ont l'air d'être sérieux et qui savent ce qu'ils ont l'air de faire. C'est une erreur, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de voir beaucoup d'entrepreneurs. Quand vous avez l'habitude de voir beaucoup d'entrepreneurs, vous savez qu'il faut faire confiance aux gens qui ont l'air paumés, en fait, parce que les gens paumés peuvent apprendre très vite. Et ça vient avec quelque chose de beaucoup plus structurel, c'est que ça n'a jamais été aussi facile d'apprendre à apprendre. Ça n'a jamais été aussi facile sur n'importe quel sujet d'apprendre quelque chose. Par exemple, quand les fondateurs d'Agricool ont démarré, ils ont littéralement tapé sur Google comment faire pousser des fraises. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas du storytelling. Après, les gens disent, mais c'est du storytelling, c'est pas possible. Non, non, c'est vraiment ça. Et en fait, il faut être fou pour faire confiance à des gens comme ça. Mais en fait, il y a plus de probabilités, c'est en fait beaucoup plus rationnel de faire confiance à ça que de faire confiance à un ingénieur en aquaponie depuis 25 ans qui, en fait, s'il avait dû faire quelque chose, il l'aurait fait depuis longtemps. Les gens qui ont envie de faire des choses, ils les font vite. Personne passe 20 ans de sa vie à subir sa vie et un matin se réveille en se disant « Tiens, j'ai décidé d'être innovant ». Ça n'existe pas. Et donc, comment ? Si, ça existe ? Non, pardon. Et j'ai entendu une... C'est toi qui as parlé ? Dénoncez-le. C'est vrai que tu as l'air vu en plus. Donc, résultat, évidemment, le sujet quand vous êtes entrepreneur, c'est de démarrer le plus vite et d'être le plus concret possible, le plus rapidement. L'écueil que je vois trop souvent chez les entrepreneurs étudiants qui viennent ici, c'est que d'abord, ils écoutent trop de gens. Ça, c'est un peu le défaut de la jeunesse. C'est que vous avez l'impression, comme vous êtes perdu, que la solution viendra des autres et pas de vous-même. Bon, ça se résout vite en général. Mais plus grave, vous pensez que la planification et la prospection sont plus importantes que l'expérimentation. Et ça, c'est parce qu'à l'école, on a l'habitude de faire ça. On a l'habitude de réfléchir, on a l'habitude de planifier, on a l'habitude d'être théorique. Et récemment, j'ai lu un tweet Fred qui m'a passionné sur pourquoi à peu près la plupart des bâtiments romains sont encore en place et la plupart des bâtiments grecs sont écroulés. Moi, je pensais que c'était une histoire de soutien de l'État, de restauration, etc. Et en fait, non, quand on y réfléchit, l'État italien est aussi en faillite que l'État grec, en fait. C'est pas ça la vraie raison. En fait, la vraie raison, c'est que c'est vraiment les Romains contre les Grecs. Les Grecs ont inventé les maths qui soutiennent l'architecture. Mais bon, c'était très théorique. Les mecs passaient beaucoup de temps à faire de la théorie des maths. Et quand ils construisaient un immeuble, ça tenait pas vraiment droit. À l'inverse, les Romains n'avaient aucune notion de maths, mais par contre, c'était des vrais experts à l'architecture militaire et à la construction, des aqueducs, machin. Et cette pratique empirique de l'apprentissage, c'était la façon dont on apprenait à devenir architecte. Quand on était grec, on passait 10 ans à faire des maths, et après 10 ans de maths, on disait « vas-y, va construire un immeuble ». Et donc les gens faisaient le théorème de Pythagore, puis ça tombait. Alors que quand on était romain, on disait au type « construis un petit truc, puis un moyen truc, puis un grand truc, puis un jour tu construiras le Colisée ». Si t'es fort. Les Oussama de l'époque, ils disaient « tu construiras le Colisée si t'es fort ». En fait, ce scénario et ce processus-là, il est fondé sur l'apprentissage par le faire. Et c'est fou parce que quand vous visitez Rome, le Colisée est dans un état surprenamment bon. Je veux dire, il y a quand même plus de 2000 ans qui sont passés. Enfin, je regardais un bâtiment des années 60, un HLM, à quoi ça ressemble 30 ans après ou 40 ans après. C'est quand même un talent de construire des choses qui perdurent à travers les âges. Et c'est ça en fait que vous avez besoin de développer comme entrepreneur. Vous avez besoin de développer ce goût du risque, cette volonté de faire des choses et de rentrer le plus tôt possible dans le concret. Et aucune excuse que vous racontez. Par exemple, on me dit souvent, oui, mais moi, je suis un étudiant, je suis un peu perdu, je ne sais pas faire. Ben, c'est pas grave, si t'es perdu, autant te perdre. Enfin, avancez, vous verrez bien où est le chemin. Si par exemple, un jour, vous êtes perdu dans la forêt et vous ne savez pas comment sortir et survivre, il y a une façon très simple de faire. Vous savez comment il faut faire ? Il faut marcher, faut choisir. Comment ? Tout droit, c'est dur dans une forêt. Tu peux tourner en rond pendant très longtemps. Non, il faut choisir le nord, regarder la mousse et toujours marcher au nord. Parce que même si le nord est le plus grand chemin, vous finirez toujours par sortir d'une forêt en marchant vers le nord. Alors que si vous essayez de marcher droit, en faisant confiance à votre instinct de ce que ça veut dire droit, vous pouvez tourner en rond, finir déshydraté et mourir. C'est très sérieux, les enfants. Beaucoup de gens meurent en forêt tous les ans parce qu'ils n'ont pas écouté coup d'État. Donc évidemment, c'est un peu la même chose dans l'entrepreneuriat.
Vous pouvez soit choisir le chemin le plus simple, vous concentrer sur la mousse et vous dire ça c'est le nord et je vais m'y tenir, même si c'est le chemin le plus long, parce que vous ne pouvez pas savoir d'avance si c'est le chemin le plus court ou pas, ou passer votre temps à essayer d'imaginer par où est le chemin le plus optimum et le plus intelligent. Mais on gagne rarement à être intelligent. L'une des meilleures scènes que j'ai vécues dans l'histoire de The Family, c'est qu'au début de The Family, on avait des grands problèmes de crédibilité avec nos entrepreneurs. C'était pas facile, on n'était personne. Moi, à l'époque, je faisais pas tant de vues sur YouTube. Je faisais plutôt 20 ou 30 vues sur mes vidéos. Et oui, moi aussi, j'ai été là. Et en fait, il y avait quelque chose d'assez fascinant, c'est que les entrepreneurs passaient leur temps à nous benchmarker. Et donc, ils passaient notre temps à écouter les conseils d'autres gens. Et évidemment, nous, on racontait toujours l'inverse de tout le monde. Donc, les gens disaient qu'il faut faire un business plan. On disait, un business plan, c'est juste une série d'hypothèses non prouvées. Pourquoi tu veux faire ça ? Les gens disaient, je réfléchis à ma stratégie de com. Tu dis, mais pourquoi tu réfléchis ? Vas-y, essaye des trucs. Sois radical, tu verras bien ce qui marche. Si les gens hurlent, c'est que ça va marcher. Etc. Et à l'époque, maintenant, c'est assez marrant parce que tout le monde raconte ça. Même les pires endroits de Paris, maintenant, ils disent, ouais, il faut be bold, ils mettent des posters comme nous. Donc évidemment, à peu près tout le monde est d'accord aujourd'hui. Mais à cette époque, les gens n'étaient pas d'accord. Et donc, on avait besoin de créer de la légitimité par l'action. Et l'une des meilleures scènes qu'on a vécues, c'était une de nos boîtes qui était très très forte en marketing. Et tout le monde passait son temps à me dire, mais qu'est-ce qu'ils font ? C'est quoi leur stratégie marketing ? Et je leur disais, toujours, mais ils n'ont pas de stratégie marketing. Et les gens ne me croyaient pas. Alors un jour, on a organisé un rendez-vous, on a mis les 5 boîtes qui avaient besoin de digital marketing. Et on a mis cette boîte, et cette boîte dit, bah alors, c'est quoi votre stratégie marketing ? Il dit, bah, on n'a pas de stratégie. Mais vous faites comment ? Bah, on a remarqué que nos clients étaient sur les pages jaunes. Donc on a contacté tout le monde de A à Z. Puis comme on a vu que ça marchait vachement bien, on l'a fait dans 60 pays. Une espèce de froid dans la salle, genre, ils se foutent de notre gueule, c'est machin. Et le mec, il dit, mais t'as quand même pas littéralement contacté 100% des gens sur les pages jaunes. Et le mec tourne son ordi comme ça, et il y a un log de 10 000 calls, avec 10 000 commentaires et 10 000 appels qui ont été faits par son équipe en quelques mois. Et il dit, bah si, c'est plutôt facile, tu vas de A à Z. Évidemment, les 5 autres boîtes sont mortes, parce qu'ils ne l'ont pas écouté, ça, forcément. Mais lui, il est vivant, il va très bien, il vaut beaucoup d'argent, il est profitable, il a 60 salariés, enfin, ça va bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'univers adore les bourrins. C'est un truc que tous les entrepreneurs... C'est pour ça que d'ailleurs, les entrepreneurs les plus intelligents sont en général les plus durs à gérer. Parce que intelligent et bourrin, c'est rare. En général, l'intersection, elle est plutôt... Et c'est pour ça que d'ailleurs, les gens se demandent comment autant de gens aussi cons peuvent être successful. Les gens, ils regardent Trump, ils disent, mais c'est pas possible. Eh ben si. Je peux dire que niveau CV, Trump, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent sur Trump, mais le mec est quand même président des États-Unis. C'est pas une ligne sur le CV qui est très facile à écrire. Mais quelle est la stratégie de Trump ? Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y en a une ? Est-ce que Trump donne l'impression d'avoir brainstormé sur quoi que ce soit un jour avec qui que ce soit ? Non, il avance, il est idiot et il est fort. Et donc, tout le sujet est là, en fait. Tout le sujet est qu'il ne faut pas réfléchir. Il faut avancer. Et finalement, quand vous réfléchissez, c'est que vraiment, il y a un sujet critique qui vous concerne. Et si vous êtes étudiant, vous avez une chance formidable dont vous n'avez pas conscience, c'est que vous avez plus l'opportunité de faire ça que n'importe qui d'autre, pour 2 raisons, pas 3, 2. La première, c'est que vous avez peu de gens qui travaillent autour de vous et donc vous n'avez pas de réputation professionnelle. L'une des plus grandes peurs des gens quand ils ont passé un certain âge, c'est de passer pour des cons. Si vous avez travaillé 20 ans en banque et que d'un seul coup vous prenez l'annuaire et vous contactez tout le monde de A à Z, vous avez l'air d'un gros con. Il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment, c'est un truc, vous ne pouvez pas aller voir vos collègues de Lazare et leur dire « Je viens de monter une boîte, on a trouvé un truc marketing qui marche super bien, c'est de parler à tout le monde. » Les gens vont se dire « Mais attends, tu as passé 20 ans à brainstormer avec nous, on a fait des SWAT, on était frères de SWAT ensemble. Qu'est-ce que tu fais, quoi ? Comment peux-tu me permettre de me trahir comme ça ?» Et la deuxième raison, c'est que quand bien même vous vous en fichez de ce que les autres pensent de vous, quand bien même vous êtes suffisamment sociopathe pour être complètement déconnecté de ce que tout le monde pense de vous, vous avez oublié à quel point c'était facile de faire des choses sans moyens. Et ça, c'est un truc dont vous sous-estimez toujours,
c'est à quel point, quand on a des moyens, tout paraît fade. Par exemple, nous, on a souvent des entrepreneurs qui viennent nous voir et dire « Ah ouais, mais il y a telle boîte, ils pourraient nous concurrencer. » Je dis « Mec, d'ici que telle boîte soit intéressée par toi, il va se passer beaucoup de temps. » Pourquoi? Parce que les gens ont le point de vue de leur égocentrisme. Ils se disent « Moi, ce que je fais est intéressant, donc tout le monde s'y intéresse. » Mais c'est un peu comme les enfants. Vous savez, les enfants, quand ils font un truc, ils ont vraiment l'impression que le monde entier est intéressé par leur dessin, que leur dessin est le dessin le plus important qui n'a jamais été dessiné, alors qu'en fait, au même moment, il y a des millions d'enfants qui dessinent le même dessin pourri. Et donc, en fait, quand vous êtes enfant, si vous aviez conscience que partout... Imaginez le gamin de 4 ans. Tu veux faire un dessin? À quoi bon? À quoi bon faire des dessins? Tout le monde fait des dessins. À la maternelle, l'autre jour, tout le monde a fait un dessin. Comment mon dessin pourrait être meilleur que les autres dessins? Non, quand vous êtes un enfant, on vous dit, est-ce que tu veux faire un dessin? Tu dis, ouais, oh, trop cool, un dessin. Et vous essayez de faire le meilleur dessin possible. Et vous avez vu la ferveur que les enfants mettent à faire des dessins? C'est toujours, moi c'est un truc qui me fascine. C'est comment on fait pour perdre ça? Comment on fait pour, en grandissant, perdre cette énergie? Et on se blase de tout. Par exemple, moi je pense être quelqu'un de très très peu blasé, mais je finis par me blaser des trucs. Par exemple, avant j'avais l'énergie pour me fracasser les trolls sur Internet. J'adorais ça. Maintenant, je n'ouvre même plus mon Facebook, j'en ai marre. J'ai fini par me lasser. Oui, c'est terrible le fait de vieillir. Parce qu'en fait, des choses que vous faisiez avec beaucoup d'énergie, bah, y a un moment, à force de les avoir fait, vous vous dites, ouais, à quoi bon? Il y a un mec qui a dit une connerie sur Internet. Bah ouais, comme tous les jours. Et ouais. Il y a 5 ans, j'étais du genre à ne pas aller dormir parce que quelqu'un avait tort sur Internet. Vous imaginez la transition en moins de 5 ans? Et donc, si avec cette énergie, vous pouvez vous blaser, évidemment que le temps passant, c'est de plus en plus dur d'être compétitif. Parce que la vraie qualité d'un entrepreneur, ce qui fait la différence, ce qui le rend compétitif, c'est cette énergie, cette innocence. C'est pour ça que c'est pas trop mal de démarrer le plus vite possible quand on est entrepreneur, et c'est pas trop mal d'avoir le moins de choix possible. Et je vais finir là-dessus. Sous-estimez pas à quel point le fait de ne pas avoir connu autre chose que l'entrepreneuriat, c'est une aide à l'entrepreneuriat. Quand l'entrepreneuriat devient un voyage à destination unique, c'est très dur d'avoir un retour. Les gens qui ont eu un travail, qui ont eu l'habitude d'avoir un patron, d'avoir une fiche de paye, d'avoir un salaire, ils savent que si ça plante, quelque chose qu'ils connaissent déjà les attend. Mais si vous n'avez jamais connu ça, vous savez que si vous vous plantez, c'est le néant. Par exemple, moi, si à un moment je me plantais en tant qu'entrepreneur pour de vrai, qui voulez-vous qui m'embauche? C'est pas possible. Je veux dire, les mecs d'avant, ils seraient en sueur. Quoi. Ils se diraient, putain, je vais embaucher l'autre dingue là. Non, c'est pas possible. J'ai construit une image où j'ai pas d'autre choix de réussir. Alors, effectivement, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des hauts et des bas, mais il faut que la pente monte. Et il faut que la ligne générale, la dérivée monte. Et c'est pour ça, en fait, que cette absence de choix est une énergie incroyable. Et c'est finalement ça, vraiment, le choix d'être étudiant entrepreneur. C'est pas tant de faire une activité, une passion, machin. C'est plutôt prendre une décision de vie et se demander si vous avez envie d'avoir un billet retour ou pas. On est tous ensemble. Vous avez l'air stuck. C'est un truc de fou. Je suis sûr que certains d'entre vous ont des questions. Mais avant de commencer, je vais vous avertir d'un phénomène qui va se passer. L'un d'entre vous est moins timide que vous tous. Cette personne va prendre le monopole des questions. Et vous allez rentrer chez vous après amer en vous disant « Mince, si seulement j'avais posé cette question à Oussama, qui maintenant ne répondra jamais à mon email. » Donc, on est là, on est ensemble, on a 1 heure, j'ai plein de temps, je suis à votre dispo, et je suis sûr que vous avez plein de questions que vous rêvez de poser. Et il n'existe aucune question suffisamment personnelle pour ne pas être posée en public. Parce qu'après, les gens, ils viennent me faire chier à la fin, comme ça, ils essaient de me corneriser, alors que moi, j'ai envie de partir, manger, profiter. Et ils disent, ouais, mais moi, je ne pouvais pas poser ma question parce qu'elle était perso. Il n'existe aucune question personnelle. D'abord, on n'est pas beaucoup, on est entre nous, hein, petit groupe. C'est un peu, vous voyez ça un peu comme les alcooliques anonymes de la start-up. Hein, je m'appelle Oussama, j'ai eu des problèmes. La justice m'a cherché des noises, mais maintenant, ça va mieux. D'accord? Voilà. Et donc, on essaye ensemble de trouver d'échanger. Alors, qui part pour la première question? C'est la plus dure en général. Vas-y. Vas-y, prends le micro, faites passer le micro, et on y va. Pourquoi est-ce que tu recommandes de ne pas prendre les subventions de la BPI?
Parce que je pense que c'est comme la drogue gratuite, ça rend trop addict. Je crois beaucoup à la valeur de l'argent gagné honnêtement. Je crois beaucoup au fait que tu traites l'argent avec la même énergie que tu l'as reçu. Si tu reçois, quand tu vas pitcher un investisseur, que tu souffres pour avoir cet argent, tu respectes cet argent. Quand tu fais un dossier bidon dans lequel tu mens, parce que tout le monde ment dans les dossiers BPI, c'est un truc... parce qu'en fait, c'est le jeu. Le jeu, c'est de raconter n'importe quoi pour avoir un peu d'argent. Et ben, tu as l'impression d'avoir niqué le système et tu as l'impression que cet argent vaut rien. Par exemple, cet été, on était en séminaire avec toutes les startups de The Family. Et il y a un type qui a fait une blague qui m'a pas du tout fait rire. Il a dit « Ouais, champagne pour tout le monde, c'est la BPI qui paye. » En plus, c'est un mec qui a levé pas mal d'argent BPI. Ça m'a rendu malade. J'en ai pas dormi de la nuit. Après, le lendemain, je me suis dit, je lui envoie un email, je lui envoie pas un email. Bon, t'es peut-être un peu exagéré, Oussama, tu t'en fais trop. Et la seule chose à laquelle je pense, moi, c'est les impôts qu'on paye tous les mois à The Family, tu vois. Et je pense aux impôts que tes parents payent, que les parents des gens ici payent, les impôts que les vrais gens payent. Je trouve ça honteux qu'on utilise l'argent durement gagné des gens qui va à l'impôt pour donner des trucs à des startups débiles, parce que 90% des startups sont débiles, c'est par nature, plutôt que de faire des crèches, plutôt que machin. Et quand tu es un entrepreneur, bah, tu dois avoir un peu d'éthique personnelle. Je veux dire, où est la décence de tous ces gens qui vont chercher cet argent qui est considéré comme gratuit? J'en ai marre d'entendre dans ce putain d'écosystème que la BPI, c'est de l'argent gratuit, c'est de l'argent non éditif. Bordel, c'est l'impôt des gens. Moi, je préférais qu'il n'y ait pas de BPI, qu'on paye tous moins d'impôts. Et d'ailleurs, ça montre vraiment cette philosophie de merde en France, que comme personne ne croit qu'il va gagner d'argent, il ne se projette pas à payer plein d'impôts. Ils disent, oui, de toute façon, les impôts... J'adore quand les gens disent, ouais, les impôts, de toute façon, t'en payes beaucoup quand tu gagnes beaucoup, donc c'est pas grave. Mais bordel, tu travailles dur pour gagner cet argent. Donc cet argent, il faut le respecter. Et en plus d'expérience, 100% des gens qui préfèrent passer 2 heures à faire un dossier plutôt que 2 heures à parler à un client, et que viscéralement, ça ne les dérange pas de faire des dossiers, et que viscéralement, ils préfèrent ne pas parler aux clients, c'est très rare que ça donne des bons entrepreneurs. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la majorité des entrepreneurs de The Family ne prennent pas d'argent BPI. Après, j'adore taper sur la BPI. Évidemment, la BPI sont des gens charmants, qui font bien leur travail. Les gens pensent que c'est une critique personnelle. Ça n'a rien de personnel. J'ai rien contre les gens qui travaillent à la BPI. J'ai juste un problème avec ce système qui considère que l'argent de tous doit aller à quelques-uns sous prétexte que ce seraient des élus. Les entrepreneurs ne sont pas des élus. Les entrepreneurs, ils ont tout à prouver à la société avant de mériter leur place. Et quand tu es un entrepreneur, tu devrais avoir cette putain d'énergie. Tu devrais te dire, moi, je ne mérite pas cet argent, je vais travailler dur, faire quelque chose qui a de la valeur, et un jour, on me donnera de l'argent. Et en plus, ça crée cette espèce de culture. Pour lancer un truc, il faut de l'argent. Mais bordel, ils faisaient comment les gens avant? Je veux dire, on dirait que si la BPI n'existait pas, personne ne lancerait de start-up. Moi, j'ai jamais touché 1 euro de subvention de ma vie, j'ai fait plein de boîtes. Enfin, il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Tu peux faire des choses, gagner ta vie, faire des business models sains, utiliser cet argent pour faire des boîtes de plus en plus ambitieuses, aller trouver de l'argent privé. Quand tu vas chercher de l'argent privé et que tu le perds, c'est légitime. Parce que si tu n'avais pas perdu cet argent, tu aurais gagné x100. Le type, parce qu'il peut gagner x100, il prend le risque de perdre quelque chose. Mais c'est un contrat privé. C'est quand même pas... tu vois, quand par exemple, la dernière fois, je voyais sur Twitter, il disait oui, la Silicon Valley, ils ont mis 100 millions dans une boîte de jus pour faire des jus pressés qui a fait faillite, jus zéro, là. 100 millions. Tu dis, ouais, mais en même temps, le mec répond, ouais, mais en même temps, cet argent, c'est de l'argent privé. On n'a pas pris du taxpayer money. Bah oui, bah ça ferme la conversation. Hein. Enfin, oui, d'accord, j'ai mis 100 millions dans une boîte de jus, j'étais con. J'ai perdu cet argent. Cet argent a été dépensé en salaire, en création de valeur. Bon, ok, très bien. C'est pas de l'argent qui a été pris dans des poches où déjà on en manque. Question. Passe le micro. Du coup, pour rebondir à la question précédente, qu'est-ce que tu nous conseilles en tant qu'étudiant? Comment commencer pour avoir un premier financement? Parce que partout où on va, on nous rappelle... mais tu te rends compte de ce que tu viens de me dire? Qu'est-ce que tu me conseilles d'avoir un putain de financement? Fais un produit et chope des clients. Arrêtez de me faire chier avec votre premier financement. C'est insupportable. Tu crois qu'être entrepreneur, c'est aller chercher des financements? T'es pas un putain de chercheur du CNRS. Je veux dire, il y a un moment, tu veux de l'argent, tu crées de l'argent. Et l'argent vient à l'argent. T'as jamais entendu ce proverbe de vieux? L'argent vient à l'argent? Si. Et ben voilà, c'est simple. Les vieux, ils avaient compris.
L'argent vient à l'argent, donc crée de l'argent. Alors, Et en plus, t'es pas étudiant, t'es entrepreneur. Le fait que tu sois étudiant, ça ne compte pas. Il n'y a pas de différence entre étudiant et entrepreneur ou pas. Donc, le conseil que je te donne, c'est créer un putain de produit dont les gens sont prêts à payer. Et quand les gens seront prêts à payer pour ce produit, tu auras plein d'argent. ok. Voilà. Et ça marche d'ailleurs, attention. On me dit oui, mais moi je lance un truc, le business model est gratuit. Bah ok, dans ce cas-là, lance un truc dont le business model est gratuit et qui a tellement de traction que tous les investisseurs du monde voudront te donner de l'argent. Je veux dire, trouver de l'argent quand on fait quelque chose qui compte, c'est facile. Ce qui est dur, c'est d'arnaquer les gens. Ça, c'est dur. Parce qu'en fait, faire quelque chose qui ne compte pas et trouver de l'argent, c'est une forme d'arnaque. C'est que vous êtes plus doué dans votre pitch que dans votre réalité. Nous, on adore les entrepreneurs qui ne savent pas pitcher. Vous savez, partout, on apprend aux entrepreneurs à pitcher. Un des trucs qui choque toujours les gens à The Family, c'est qu'on n'enseigne jamais à personne comment pitcher. Vous savez pourquoi? Parce que ça met la barre beaucoup plus haute. Moi, je la connais, l'histoire. Je veux dire, je peux jouer l'américain. Hi, my name is James. I started Teleported. Teleported is the first teleportation solution, bringing you from A to B instantly. We are raising 1 billion at 3 billion valuation. Do you want to invest or are you missing the chance of your life? Génial. Tu t'investis? Et donc, évidemment qu'on peut apprendre aux gens à faire ça. Je veux dire, le storytelling, le jeu d'acteur, machin, tout ça, ça s'apprend. Mais quand tu es mauvais en pitch, quelle est la seule façon de lever de l'argent sur une solution de téléportation? Hi, my name is Jean-Pierre. Yeah, why are we here? Yes, you are here for teleportation. So, this is my brother, Jean-Pierre. Just arrive by teleportation. What do we do? Bah, tu vois ce mec-là, bah, je peux te dire que quand il lève de l'argent, c'est forcément une évidence. Parce que le type, il a, tu vois, au moment où il a appuyé sur le bouton, le type, il a oublié la chemise dégueulasse, les cheveux mal coiffés, le pantalon déchiré. La seule chose qu'il voit, c'est qu'il y a un putain de mec qui vient d'apparaître, téléporté. Et c'est le seul truc qu'il voit. Et il lui donne de l'argent, non pas parce que le mec l'a fait rêver, c'est parce que malgré le fait qu'il soit vraiment à l'ouest, que tu dis comment je peux donner de l'argent à Jojo le Clodo, et ben tu donnes quand même de l'argent à Jojo le Clodo, parce qu'en fait il a fait un truc tellement extraordinaire que c'est évident. Et c'est ça le rêve avec tous les entrepreneurs. Évidemment, tu as tout un dégradé là-dessus. Et évidemment, c'est dur de faire des choses évidentes. Et en attendant que ta boîte soit obvious, de temps en temps, on triche. De temps en temps, on a des gens qu'on aime vraiment, qui sont mauvais en pitch. Ils vont rencontrer un investisseur, font un pitch catastrophique. Puis je prends mon téléphone et je fais une Jean de la Roche-Brochard. À The Family, on appelle ça faire une Jean de la Roche-Brochard. C'est quand on appelle un investisseur et on lui prend de l'argent. Et évidemment que moi, je veux bien jouer à ce jeu-là. Moi, je veux bien jouer au jeu de « allez, je te retourne la tête, je te dis que cette boîte, c'est la boîte qu'il faut, machin ». Mais on le fait parce qu'on a travaillé avec les gens, parce qu'on croit dans les gens, pas parce qu'on touche une commission pour lever des fonds. Et c'est ça, en fait, qui est important. Et la levée de fonds, c'est un outil, c'est pas une fin. Vous savez, la levée de fonds changerait d'ambiance s'il y avait une loi qui dit qu'à chaque fois qu'un mec lève des fonds, il doit mettre un panneau dans sa boîte de combien il a levé d'argent et combien il doit en rendre pour que cet argent soit justifié auprès de l'investisseur dans les 5 ans avec un compteur genre Mission Impossible. Si à chaque fois que vous rentriez dans un bureau, il y avait le niveau de dette. Donc, vous savez, les gens, ils fêtent, ouais, on a levé 100 millions. Alors, si vous avez levé le 100 millions en série C, vos investisseurs espèrent faire x3. Si vous avez levé 50 millions avant avec des gens qui espèrent faire x10, c'est-à-dire que grosso modo, vous devez 750 millions. Et là, dans le compteur de la boîte, il y aurait 750 millions avec le niveau de compte en banque. Puis les gens, ils feraient « Ah ouais, t'es dans la merde, mon vieux. Hein. Faut que tu rentres tout ça. » Parce que les gens, ils fêtent « Ouais, on a levé 100 millions. » Mais oui, ok, c'est cool. Non, mais c'est cool de faire les fêtes de levée. Nous aussi, on en a fait une. On a loué un musée, on a mis des costumes. Mais après, il faut rendre l'argent. Hein. Le lendemain, tu te dis « Ouais, cool, 20 millions de dettes. » C'est pas mal, pas mal. Et personne ne se gargarise de ses dettes. T'imagines, il y a un mec qui arrive au supermarché et fait « Alors, t'as combien toi ?»« Moi, je suis à moins 100 000. »« Ah ouais, moi, moins 50. » Personne ne fait ça. Et les entrepreneurs ont réussi à créer un storytelling dans les levées.
Mais les levées de fonds sont des dettes. Et la dette, c'est un outil. C'est acheter le futur à discount. Ok, bah tu achètes le futur à discount, c'est un bon outil. Quand on a besoin, tu le prends. Si tu n'en as pas besoin, tu ne le prends pas. Vas-y, passe le micro derrière toi. Yes. Ouais. Comment tu fais pour gérer les croyances limitantes? J'ai rien compris. Genre, quand Pour t'es gérer pas à quoi? l'aise. Les croyances limitantes par rapport à quand tu vends, quand t'es pas trop à l'aise avec ça C'est et quoi tout. les croyances limitantes? Toi, tu fais du développement personnel. Je sens que Ah non, non. Je sens que là, on Non, est parti pour un truc. Alors vas-y, explique-moi. Les croyances limitantes, c'est les trucs que tu crois et qui limitent ton action. Non, et si tu te les libères dans ta tête, tu deviens un ouf. Non, enfin, quand t'es psychologiquement pas à l'aise avec le fait de vendre, en fait. Mais mec, si t'es pas à l'aise avec le fait de vendre, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vends. En fait, il faut arrêter, quoi. C'est pas une croyance limitante de pas être à l'aise avec le fait de vendre. Il y a deux raisons pour lesquelles on n'est pas à l'aise avec le fait de vendre. Soit c'est parce qu'on a un ego surdimensionné. J'ai remarqué un truc, c'est que la plupart des gens qui aiment pas vendre, ils ont souvent des petits problèmes d'ego. Ils se considèrent trop bien pour vendre. Parce qu'il n'y a pas si longtemps dans ce pays, être un commerçant, c'était vraiment être la sous-ligue. Par exemple, regardez, en France, quand on dit « fais pas ton épicier », c'est une insulte. On vit dans un pays dont la culture populaire a inclus le fait que gagner de l'argent en tant que commerçant, c'était sale. Et ça vient d'un truc tout bête, qui était que pendant la noblesse, la bourgeoisie, vous avez lu Le bourgeois gentilhomme de Molière? Vous êtes à l'école quand même, non? On vous fait plus lire ce genre de choses à l'école? Bon, dans Le bourgeois gentilhomme de Molière, le mec, il essaie d'apprendre la musique, il essaie d'apprendre l'art, il est bolos, il n'y arrive pas, mais par contre, il gagne plein de pognon. Et qu'est-ce que Molière dit de lui? Son seul talent, c'est celui de l'argent. Ah, merci mon pote Molière, enfin vas-y, je te regarde. Tu vis de quoi, toi? T'es un saltimbanque qui prend de l'argent des gens qui viennent regarder ton spectacle. Heureusement qu'il y a des gens qui font de l'argent quand même. Sinon, tu vivrais pas, mon pote. Et donc, évidemment, je me prends souvent la tête avec Molière, c'est vraiment... Et évidemment qu'en fait, le sujet principal là-dedans, c'est que c'est pas une histoire de croyance limitante. Tu peux appeler ça comme ça si tu veux, mais c'est vraiment fondamentalement soit un problème d'ego, soit un problème de pratique. Et si c'est un problème d'ego, je ne peux pas faire grand-chose pour toi, va voir un psy. Et si c'est un problème de pratique, fais-le. Parce que dans ce cas-là, tout le monde a une croyance limitante la première fois de faire l'amour. Enfin, tu connais des gens qui ne sont pas stressés la première fois qu'ils font l'amour? C'est pas pour ça que les gens finissent pas par faire l'amour. Si on arrive à faire des trucs aussi weird que l'amour, pourquoi on n'arriverait pas à vendre? Enfin, les gens vont dans leur vie personnelle, ils vivent des choses beaucoup plus dingues. Par exemple, récemment, j'étais avec un groupe de gens, exécutifs, grands groupes, machin, qui me disent « Oui, vous êtes un jeune, vous êtes dans le monde du risque. Nous ne sommes pas dans le monde du risque, nous ne savons pas prendre de risques. Ce n'est pas notre nature. » Puis je vois une photo derrière le mec, et genre, il y a 7 gosses sur la photo. Je lui dis « Mais c'est vos enfants ?» Le mec il tourne, je fais « Oui, c'est mes enfants. Gaspard, Léopold. » Ok. Juste un truc, on en parle 2 minutes, tu me dis que tu prends pas de risque. Faire un enfant, il n'y a pas de business plan. On est d'accord. Le retour sur investissement, il est long. Je veux dire, il faut quand même investir 15 ans, 18 ans dans le gosse, enfin, c'est pas évident. Et en plus, aucune garantie de succès. Hein. Je veux dire, c'est aucun moment quand on fait un enfant, on a la moindre garantie du succès. Aucune. Ça s'appelle une start-up. Je veux dire, une start-up, ça coûte beaucoup moins cher qu'un gosse. Ça se fait en 2 ans, 3 ans. Une start-up, un gosse, c'est 15 ans, 18 ans, certains Tanguy, 25 ans. Je ne vais pas demander qui ici vit encore chez ses parents, je ne vais pas vous foutre la honte. Mais c'est de plus en plus long, en plus, le retour sur investissement. Et les gens, dans leur vie personnelle, ils sont prêts à accepter des choses qu'ils trouvent complètement inacceptables dans leur vie professionnelle. C'est weird. Il ne devrait pas y avoir une différence de nature. Vendre, c'est quelque chose qu'on fait tous naturellement tous les jours. Vivre, c'est vendre. Tu te vends tout le temps. Quand tu es à la maternelle et que tu veux jouer avec un copain, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un sales pitch. Quand tu essaies de convaincre tes parents de te laisser aller à une soirée, tu fais quoi? Ouais, non, mais tu comprends, c'est pas la même soirée que d'habitude. C'est un sales pitch. Sauf qu'on n'appelle pas tout ça sales pitch, on appelle ça conviction, argumentation, tout ça. Résultat, les gens, ils viennent, ils disent, ouais, moi, je suis pas un vendeur. Mais tout le monde est un vendeur, plus ou moins. Et tout le monde peut s'entraîner plus ou moins. Et vendre, c'est une fonction essentielle de l'entrepreneuriat. Parce qu'être entrepreneur, c'est pas un métier. Être entrepreneur, c'est être prêt à faire tout ce qu'on est, tout ce qui être entrepreneur, c'est être prêt à faire tout ce qu'on doit faire pour pouvoir réussir son projet. Et s'il faut vendre, ben il faut vendre. S'il faut sortir les poubelles, il faut sortir les poubelles. Il faut être prêt à tout faire.
Il n'y a rien qui est une tâche ingrate pour un entrepreneur. Il n'y a rien qui est en dehors de sa spécialité. Quand les gens disent oui, moi je suis plutôt technique, mais on s'en fout. Je veux dire, tu n'es pas ingénieur, tu es entrepreneur. Tu n'es pas sales, tu es entrepreneur. Et d'ailleurs, il y a ce mythe, vous savez, des équipes cofondatrices complémentaires qui me fascine, moi. À chaque fois que vous allez dans un incubateur débile ou un prof d'entrepreneuriat abruti qui n'a jamais fait un truc de sa vie, à part de la théorie, il vous sort toujours la même connerie. Oui, il faut une équipe complémentaire. Bah oui, dans l'idéal, c'est sûr que c'est mieux. Alors moi, j'adore dire, ouais, d'ailleurs, c'est connu, Larry Page et Sergey Brin, c'est vraiment le hustler et le programmeur, quoi. Il y a un mec, c'est un geek, et l'autre, c'est un geek. Il y en a un qui est un ingénieur, l'autre, c'est un ingénieur. Et vraiment, mais c'est le bon et le mauvais ingénieur. Vous savez, c'est le truc. Il y a un ingénieur, bah, il code, et bah, l'autre, il code. Et en fait, c'est terrible parce que c'est rare les équipes complémentaires. Et pourquoi? Parce que ce qui fait la force d'une bonne équipe fondatrice, c'est la cohésion. Et la cohésion, ça vient de l'homogénéité culturelle. Et l'homogénéité culturelle, en général, ça vient de vivre la même chose. C'est très rare qu'un codeur soit respecté par un vendeur. Et c'est très rare d'avoir un vendeur qui est respecté par un codeur. Tous les codeurs pensent que les vendeurs sont des marchands de tapis, et tous les vendeurs pensent que les codeurs sont des espèces de nerds dans la cave. Et toutes ces caricatures, ces racismes, etc., ils sont naturels. On ne va pas changer la société. Évidemment qu'on veut tous vivre dans un monde meilleur. Il faut affronter la réalité quand on est entrepreneur. On est tous plein de caricatures, on est plein de shortcomings dans la tête. Et devenir ami au-delà de ça, évidemment que c'est très puissant. Si vous êtes ami depuis l'enfance avec quelqu'un de très différent de vous et vous avez des compétences complémentaires et vous êtes potes à la vie et à la mort, évidemment que c'est le cas idéal. Mais c'est comme tout dans la réalité, c'est rare. Tout le monde rêve d'avoir une unicorne, mais ce n'est pas courant. Donc il vaut mieux se concentrer sur quoi on peut travailler. Et ce sur quoi on peut travailler, c'est qui sont nos amis. Ça, c'est quelque chose de solide. Alors attention, le micro, il revient. Le micro est là, après il va venir au premier rang. On va faire une tournée du premier rang. Oui, alors lorsque différents entrepreneurs viennent te parler de leur projet, comment tu peux détecter la différence de potentiel d'une personne à une autre, surtout que tu nous dis c'est pas grave de ne pas savoir pitcher, c'est pas grave d'être perdu. Ah bah oui, sur quoi tu les juges? C'est une très bonne question. Je vais boire un peu d'eau. Tu fais pas. On n'a aucun moyen de savoir le potentiel d'un entrepreneur qui rentre à The Family. Aucun. C'est de la connerie. On se trompe tout le temps, ça n'a aucun sens. La façon dont nous on aborde le sujet, c'est qu'on se dit, on peut prendre 100 startups par an, donc 100 startups, on essaye de prendre les gens qu'on aime le plus, en se disant que leur projet il marche ou qu'il ne marche pas, comme c'est des gens à qui on se sent bien, on aura envie de les aider si ça ne marche pas, on aura envie de les soutenir si ça marche bien, et quoi qu'il arrive, à la fin de l'année, il y aura un chiffre. Et à tous les ans, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde combien de startups ont marché. Ah, cette année, on en a eu 22. Ah, cette année, on en a eu 15. Dans la moins bonne année. Ah, cette année, on en a eu 30. Ah, c'était super. Mais tu oublies ces histoires de sélection. Le VC, c'est une astrologie qui ne porte pas son nom. C'est une industrie qui repose sur la chance, avec tout le monde qui prétend que la chance n'existe pas, parce qu'ils sont pleins d'évidences rétrospectives. Ils adorent regarder les deals, les VC adorent regarder les deals rétrospectivement en disant « Ouais, le deal, il n'a pas marché parce que ABC ». Et en fait, tu as envie de lui dire « Ouais, mais en même temps, vu le nombre de deals qui marchent alors qu'il y a ABC, c'est parce qu'en fait, il ne connaît rien au stats que tu dis une connerie pareille. » Et vous savez, c'est cette fameuse... Vous connaissez ce concept de « fooled by randomness » ? Vous avez jamais entendu parler de ça ? C'est un truc en stats, c'est Nassim Taleb qui parle de ça très souvent, qui est que quand vous avez un groupe et qui n'est pas suffisamment divers et pas suffisamment hasardeux, vous prenez la randomness comme une caractéristique rétrospective. Donc vous dites, il y a 10 meufs qui rentrent et qui ont les cheveux rouges, et donc vous dites la 11e, elle a les cheveux rouges, alors que vous n'êtes pas du tout à un congrès annuel des rousses. Vous êtes juste beaucoup de pas de chance. Et donc, non pas qu'elle soit rousse, non, c'est pas ce que je veux dire, les gars. Et c'est le pas de chance sur la prédiction. Et donc, évidemment que ce fooled by randomness, on est tous victimes de ça en permanence. Et ce qu'il faut faire quand tu travailles dans le monde des startups, c'est vraiment réussir à turn off ton cerveau là-dessus. Ça, c'est très très dur. Un des trucs les plus durs dans cette équipe, c'est que évidemment nous-mêmes, on passe notre temps à parler de pourquoi une startup a marché ou pas marché, parce que sinon ça te rend fou de te dire que c'est que du hasard, c'est trop dur. Et vous connaissez Peter Thiel, son livre Zero to One? C'est un des livres qui me gonfle le plus au monde.
Je sais que les gens adorent ce livre, et je pense qu'ils l'adorent parce que les gens tombent dans les problèmes de marque, mais ils lisent pas ce qui a marqué. Il y a un chapitre moi, qui m'a particulièrement choqué, c'est celui sur la chance. Parce que Peter Thiel dit la chance, c'est pour les losers. Alors les gens qui réussissent adorent ce genre de choses. En général, quand vous dites à un mec qu'il a réussi grâce à la chance, il devient fou. Il dit, mais non, j'ai travaillé. Oui, mais c'est tout le principe, c'est qu'il y a plein de gens qui ont travaillé et qui n'ont pas réussi. Donc ce n'est pas un facteur déterminant. Évidemment qu'il faut travailler. Toute chose égale par ailleurs, si vous foutez rien, c'est peu probable que vous réussissiez. Mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce que travailler dur garantit le succès? Non. Est-ce qu'être gentil garantit le succès? Non. Est-ce que être stratégique garantit le succès? Non. Il y a un seul truc qui semble faire la différence, c'est la chance. Et alors Peter Thiel dit ouais, c'est un truc de loser, c'est pour que les gens qui ratent leur vie puissent dire aux gens qui ont réussi que c'est pas vraiment grâce à leur travail, qu'ils sont pas uniques, qu'ils sont pas spéciaux. Ok, génial. Donc résumons. Tu t'appelles Peter Thiel, tu es né en Allemagne, tu es un mec, tu es blanc, tu as fait Stanford et tu arrives à écrire dans un livre que la chance n'existe pas. Alors moi j'aimerais avoir une baguette magique, prendre le mec et mettre son cerveau et son esprit dans le corps d'un mec au fin fond de l'Afrique ou au fin fond de l'Asie, dans un village paumé, et lui dire « vas-y, je te regarde ». Évidemment que l'endroit où on est, le milieu dont on vient, etc., a une influence sur la vie délirante, toutes choses égales par ailleurs. Évidemment que, par exemple, les gens ils viennent, ils disent « ouais, The Family, il y a plein de gens très privilégiés ». Sans blague, tu es en train de me dire que les gens privilégiés, ils ont plus de chances de faire une start-up que les autres. Arrête. Non. Je te crois pas. Tu voudrais que moi je sois dans la lutte et que je prenne que des gens qui viennent du ghetto? Bien sûr. C'est exactement ce que je vais faire. C'est vraiment mon ambition, c'est de prendre que des gens du ghetto. Mais c'est n'importe quoi. Ce qui compte, c'est pas d'avoir moins de gens privilégiés. Ce qui compte, c'est que la porte soit pas fermée aux gens qui viennent du ghetto. C'est ça qui est intéressant. Et les gens adorent voir le problème à l'envers parce qu'ils ne se rendent pas compte à quel point on n'est pas en maîtrise. On n'a pas de pouvoir magique à The Family. Si je savais quelle boîte allait marcher ou pas, je serais beaucoup plus riche que Xavier Niel. Or, je suis beaucoup moins. Donc, ça veut dire que ça... Et alors d'ailleurs, regarde, la plupart des gens riches, il y a un truc très intéressant à regarder chez les gens riches. La plupart des gens riches ont un monopole d'investissement. Xavier Niel, il peut investir dans beaucoup plus de projets que moi. Il a beaucoup plus d'argent. Pourtant, Xavier Niel, la majorité de son patrimoine est dans quoi? Dans Free. C'est quand même bizarre qu'avec autant de cash pendant autant d'années, il n'ait pas plus d'argent par ses investissements que par Free. Pourquoi? Parce que Free, il a été béni du ciel, et que dans Free, il peut travailler, et que dans Free, il est en contrôle. Alors que dans ses investissements, il est comme nous tous, soumis au hasard. La différence entre lui et moi, c'est que lui, quand il gagne 30 millions, ça ne change pas son budget cigare. Si moi, je gagne 30 millions, on refait, on loue un musée, la totale. Enfin, on refait le cycle encore une fois. Et c'est ça, en fait, c'est ce relativisme permanent. Et c'est pour ça que c'est un jeu qui est de plus en plus... Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est dur de jouer dans les échelles les plus hautes. T'es Xavier Niel, tu veux devenir un double de Xavier Niel, c'est chaud. C'est chaud patate. Refaire un deuxième Free dans sa vie, c'est dur. C'est hyper dur. Je veux dire, tu as l'occasion de faire plein de trucs ratés dans ta vie avant de faire ça. Alors, attends, il y avait le micro là, ouais. Il y a plein de gens là et on va venir là-bas. Vas-y. Du coup, tu parlais des problématiques du fait qu'au fur et à mesure, si on fait carrière, on va commencer à avoir des problèmes d'argent, etc. et qu'on ne voudra pas perdre notre confort. Ouais. Dans mon cas, en fait, j'ai monté ma web agence qui est en train de devenir une ESN et je commence à de plus en plus aimer l'argent. Et du coup, les équipes que j'embauche, elles travaillent de plus en plus sur les missions des clients et on prend de plus en plus de missions. Et on travaille de moins en moins sur le fait de finir notre produit qu'on veut mettre sur le marché. Je vais te révéler un grand secret. Ouais. Aucune agence n'est jamais devenue un produit. Ever. On n'est pas un produit, on développe des produits. D'accord, mais donc, j'ai pas compris alors. En fait, tout l'ensemble du bénéfice est injecté dans des produits qu'on développe en interne. Ouais, et ça ne marche pas. Il n'y a aucune agence du monde qui n'a jamais réussi à développer un produit en standalone. Aucune. Elles ont tout essayé. D'ailleurs, c'est la redistribution sociale des agences vers le reste du monde. Elles arnaquent des clients, elles prennent plus de marge qu'elles ne méritent, et après, elles perdent cet argent en faisant des produits débiles que personne n'achète. Faire un produit, c'est un boulot à temps plein. Déjà, à temps plein, c'est dur. Alors, à temps partiel, en ayant de la marge et du loisir à côté, ça ne marche pas. Et tu peux me trouver un contre-exemple, ça n'existe pas. Donc, il faut arrêter l'activité d'agence. Non, si tu es heureux, fais de l'argent, vis ta vie, et arrête de fantasmer sur un truc qui, de toute évidence, ne te passionne pas. Et la dernière question, tu penses quoi de School Lab? De School Lab. C'est quoi?
Non, sérieusement, c'est quoi? Enfin, c'est bon, ça me suffit comme réponse. Ah d'accord, ok. School Lab. Question. Vas-y, Je voulais savoir si tu pensais tu que... vas l'avoir le micro, t'inquiète pas. Je sens que t'es chaud, tu veux poser ta question. Ne lui arrache pas le micro. Je voulais savoir si tu penses que les Startup Weekend, c'est un bon démarrage pour commencer une startup et construire son équipe. Il n'y a pas de bon démarrage. Pour être honnête, bon, j'avoue, j'ai jamais eu une grande opinion des Startup Weekend. J'avoue. En plus, ça a été lancé par un pote à moi, Franck, machin. Bon, ok, génial. La vérité, c'est que je suis bien obligé de reconnaître qu'il y a plein de startups, même à The Family, qui sont super et qui ont été lancées à des Startup Weekend. Donc, je me suis planté, je ferme ma gueule. Si vous voulez faire des Startup Weekend, faites-en. Après, c'est pas un miracle le Startup Weekend, c'est juste une première marche comme une autre, quoi. Tu vois, y a pas. Et en fait, je me rends compte que c'était une forme d'arrogance de dire qu'il y avait une forme plus noble que d'autres. Il faut supprimer ces arrogances et c'est dur. Il faut travailler, mais il n'y a pas de première bonne marche. Ton projet a autant de chances de foirer en démarrant un Startup Weekend qu'ailleurs, en fait. C'est ça la vraie réalité des startups. Vas-y, à toi. Je voulais savoir si le client a-t-il toujours raison ou toujours tort? Le client a-t-il toujours raison ou toujours tort? Le client a toujours raison. Toujours. 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 Même quand il est super chiant et... Ouais, parce qu'il te paye. Oui, mais s'il paye mal. Eh ben, c'est que c'est toi qui es nul. Bah, c'est bon. Les affaires sont un milieu extraordinaire. Parce que c'est l'un des rares domaines de la science, de l'univers et de la vie dans lequel le critère de vrai est absolu. Le critère de vrai, c'est quoi? C'est avoir un élément qui vous permet de savoir si vous êtes dans le vrai ou dans le faux. Dans le monde des affaires, si vous gagnez de l'argent, c'est que vous êtes dans le vrai. Si vous perdez de l'argent, c'est que vous êtes dans le faux. Le montant que vous perdez, c'est toujours la leçon que vous méritez. Ça se price en automatique direct. Et ça, c'est incroyablement libérateur. Par exemple, si je te dis c'est quoi le critère du vrai en politique, c'est impossible de répondre à cette question. Si je te dis c'est quoi le critère du vrai en sciences, impossible de répondre à cette question. Et en fait, la question du critère de vrai en philosophie, c'est une des questions les plus profondes jamais posées. Qu'est-ce qui est vrai? Et moi, j'ai fini par comprendre que rien n'était vrai, vraiment, rien. Par contre, il y a un truc qui est vrai, c'est l'argent. Et pourquoi? Parce que l'argent, c'est pas une invention humaine. Les gens ne comprennent pas ce qu'est l'argent. Les gens sont fascinants parce qu'ils veulent croire à des histoires et des fantasmes qui sont en dehors de toute réalité. Est-ce que vous pouvez me citer quelque chose qui est universel, historiquement, temporellement et géographiquement, où il n'existe pas une place sur Terre où il n'y a pas l'équivalent de l'argent? Une seule. L'argent, si vous me citez une religion, vous pourrez toujours trouver autant de gens qui croient à la religion que de gens qui n'y croient pas. Si vous me citez une idée politique, il y aura toujours autant de gens qui croient à cette idée que de gens qui n'y croient pas. Par contre, l'argent, il n'existe pas un endroit sur Terre où il n'existe pas, il n'est pas utilisé. Pourquoi? Parce qu'on est un animal social. On est un animal qui est interactif. Et l'argent, c'est une extension de cette interaction. C'est neutre. L'argent, ça représente simplement le temps des autres. C'est aussi bête que ça. Si vous avez de l'argent, vous avez le droit d'acheter du temps. Si vous n'avez pas d'argent, vous devez vendre votre temps. C'est cette tension. Et cette tension, elle s'équilibre. Elle est évidemment dure. Je ne suis pas en train de dire qu'elle n'a pas des côtés profondément néfastes, mais prétendre que ces profonds côtés néfastes ne sont détachés de la nature humaine et détachés de qui on est en tant qu'être humain et en tant qu'animal social, c'est super osé. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat en France a un traumatisme autour de l'argent. C'est parce qu'on vit dans une société qui a réussi à mettre beaucoup de gens dans des situations de non-producteurs d'argent. Si vous réfléchissez 2 minutes au problème des gilets jaunes, moi je vais vous le résumer en une phrase. Vous avez 80% de la France qui produit moins de 7% du PIB. D'accord? Vous vivez dans un pays où 80% des gens produisent moins de 7% du PIB. Je vais vous donner un deuxième chiffre. L'Île-de-France représente 10% de la France et représente 80% du PIB. D'accord? Vous posez ces deux problèmes sur la table et vous essayez de comprendre la situation. On vit dans un pays où beaucoup de gens sont non marchands. Ils ne vivent que de transfert de richesse et de redistribution. Résultat, ils n'ont jamais un processus actif de création de valeur. Et quand il n'y a pas de processus actif de création de valeur, c'est la mort. Quand vous êtes un entrepreneur, vous devez profondément comprendre le mécanisme de création de valeur.
comment on crée de la valeur, comment cette valeur se partage. Et vous devez comprendre que ce n'est pas un gâteau. Ce n'est pas un gâteau qu'on coupe. Si par exemple, je gagne 100 € et que je dépense 100 € chez monsieur, qui dépense 100 € chez monsieur, qui dépense 100 € chez monsieur jusqu'au bout de la ligne, il y a 14 personnes sur cette ligne, ça fait 1400 € de valeur. Pourtant, c'est exactement le même billet de 100 €. Et bien ce mécanisme tout bête, qui est un mécanisme de création de richesse, explique la force derrière l'entrepreneuriat. Quand vous êtes un entrepreneur, vous essayez de trouver un mécanisme en votre faveur. Vous avez deux façons de le faire. Il y a une façon positive et une façon négative. La façon négative, c'est la façon dont tous nos parents ont fait de l'entrepreneuriat sur les 60 dernières années. Ils vont voir le gouvernement, ils disent, il y a un truc là, c'est pas mal, on peut piquer du pognon, il faut mettre une loi qui interdit à quiconque d'autre de le faire que moi, et comme ça, je vais milquer une rente. Ça s'appelle taxi, par exemple. C'est quoi un taxi? Il a une licence pour transporter des gens, genre. Parce que transporter des gens, c'est connu que si vous n'avez pas de licence, les gens, ils meurent. Asphyxiés. C'est fou. Par exemple, si vous voulez faire un métier de banquier, prêter de l'argent aux autres, il faut avoir une autorisation pour le faire, il faut être banquier. Pourquoi les banquiers ont l'exclusivité, le monopole de la banque? C'est stupide. Mais c'est tout simplement repose sur des trucs, ah, mais tout le monde ne peut pas devenir banquier, c'est dangereux, blablabla. Très bien. Mais il n'empêche qu'il y a plein d'endroits où le monopole bancaire est beaucoup moins restrictif et les gens ne meurent pas dans la rue de faillite tous les jours. Et c'est ça en fait. Le sujet, c'est que pendant très longtemps, l'entrepreneuriat, c'était prendre des rentes, les réserver, se les accaparer. Et il y a une version positive de ça. C'est offrir quelque chose qui a tellement de valeur que les gens sont contents et heureux de vous donner de l'argent. Un truc qui m'avait marqué, moi, quand Nicolas Colin, mon associé, avait écrit le rapport Google et Google, à Colin et Colin, sur comment taxer Google, il recevait des emails d'insultes de gens qui lui disaient « va taxer Total, pas Google ». Parce que les gens aiment tellement Google qu'ils se sont dit « putain, si Google il est taxé, ils vont pas être contents, ils vont faire la tête et ils vont plus servir la France, c'est la cata ». Mais vraiment, des gens ils sont fous, hein. Ça c'est un truc... Et c'est fou de se dire, en fait, je vais écrire un email à un type qui a écrit un rapport, etc. Mais ça montre l'attachement des gens à la valeur. Personne ne peut vivre sans Google. Vous imaginez une semaine sans Google? C'est infernal d'imaginer ce que c'est une semaine sans Google. Si Google vous demande de la pub, vos data, etc., vous les donnez et willingly. Je veux dire, il n'y a que les militants en data privacy qui pensent que les gens ne sont pas consentants dans cet échange. Évidemment qu'on est tous consentants, il faut arrêter. C'est juste qu'on aime bien faire genre on l'est pas le jour où on comprend ce que ça veut dire. Et 3 semaines après, on recommence. Ah là là, mon Dieu, Facebook, ils ont volé mon questionnaire « Quelle princesse Disney je suis ?» Je vais quitter Facebook. Êtes-vous sûr de supprimer le compte? Non, je vais le mettre en suspension, on va voir. 3 semaines après, les gens sont back, l'air de rien. Oui, j'ai share un article sur... Non, mais... Pourquoi? Parce qu'en fait, ça apporte dans nos vies des valeurs incroyables. Et la valeur, c'est le mécanisme de création de richesse. Oui, vas-y. Parmi les gens les entrepreneurs qui créent des consumer apps, à quel point ils se mettent la pression ou pas pour créer un truc et pour persévérer dans créer un truc qui résout fondamentalement aucun problème? On met jamais assez de pression, on met jamais assez d'intensité, on n'est jamais assez fou, on n'est jamais assez courageux. Tu réponds à ta question? Ouais. Génial. Bonsoir. Nous, Bonsoir. Tu vas bien? Je voudrais savoir si... Tu vas bien? Ouais, super, pardon. Au top. On a la même coupe de cheveux. Presque la même barbe. Il faut travailler un peu quand même. C'est en face d'arriver. Si tu veux, il y a ma mère qui est dans le fond, elle te fait un stage, Top, tu vas voir. Je suis chaud. Nous, on fake until make, donc avant de créer le produit, avant de faire une levée, tout ça. Jusqu'à quel pourcentage faut-il arriver pour commencer à penser à une levée, penser à créer le produit ou... Bah, c'est mieux que ce soit réel à un moment quand même. Ouais, non, absolument. Mais là, donc du coup, on teste un peu le marché. On est dans cette phase-là. Comment tu testes? Genre de landing page avec une fake page d'e-commerce, un truc comme ça. D'accord. Voilà. Et les gens sont hyper enthousiastes? Ouais. Et ben maintenant, il faut le faire pour de vrai. Qu'est-ce qu'il te faut pour le faire pour de vrai? Non, mais on veut savoir quel est le pourcentage à atteindre, peut-être, en termes de... Pas vraiment de pourcentage. C'est plutôt, il faut le voir plutôt comme des trucs personnels. Toi, tu es excité, tu sens qu'il y a un truc? Grave. Bah fonce. Fais confiance à ton instinct. Okay. Parce que s'il n'est pas bon, tu vas apprendre pourquoi il n'est pas bon. Et s'il est bon, tu vas apprendre. Si je te dis un pourcentage, ok, je veux bien, tu vois, je vais faire mon autoritaire, 30%, machin. Bah, soit tu es au-dessus, tu vas te dire je suis une star. Soit tu es en dessous, tu vas te dire je suis une merde. D'accord?
Et le problème, c'est qu'aucun des deux est un bon apprentissage. Parce que si tu te dis je suis une star, bah, tu commences à te ramollir et tu ne vas pas apprendre. Et si tu te dis je suis une merde, tu vas te démoraliser et tu ne vas pas avancer. Et c'est pour ça que la meilleure chose qu'il faut faire, c'est apprendre à écouter son instinct et toujours être en rétro-feedback avec son instinct. Et se dire, ok, là je me suis dit que ça allait cartonner, ça n'a pas marché. Pourquoi ? Et parce qu'il n'y a rien de mieux que les erreurs qu'on possède. Les erreurs, vous savez, moi j'ai trouvé un truc terrible, un drame à The Family, c'est que les gens nous écoutent de plus en plus. C'est un drame. Vous n'imaginez pas, les entrepreneurs, j'ai envie maintenant de mettre des espèces de contrats en rouge avec des disclaimers. Il est probable que tout ce que je te dis, ce soit des grosses conneries. Il est probable que je n'ai rien compris. Il est plus que probable que je me trompe, ça m'arrive trop souvent. Et en fait, c'est terrible parce que quand je dis ça, c'est parce que forcément, ça marche de mieux en mieux. Donc les gens projettent sur vous des choses qui sont irréelles. Et donc ils pensent, ah le type, il a vu mon business, il m'a dit ça. Alors moi, je dis des trucs, des fois, je suis content que les gens m'écoutent aussi. Mais j'aimerais bien que les gens m'écoutent dans un process de pure onification. Tu es owner de ce que je te dis. Donc je te dis, il faut faire A. Tu te dis, ah, intéressant. A, ça a l'air super. Je vais faire A à fond. Et tu reviens, tu me dis, putain, A, ça n'a pas marché au fait. Mais j'ai découvert B, machin. Et moi, je viens d'apprendre un truc. Parce que tu as own le truc. Par contre, il y a un truc terrible. Tu es avec un autre, tu dis, il faut faire A. Le mec, dans sa tête, il se dit, mais c'est débile de faire A. Mais pourquoi je ferais A ? Bon, il doit mieux s'y connaître que moi. Bon, je vais faire A. Ouais, ça marche pas, hein. Tu t'es trompé. Hein. Ah bon? Et en fait, c'est terrible parce que comme il own pas le truc, il teste pas pour de vrai. Donc tu sais jamais si ça a pas marché parce qu'il l'a pas fait à fond ou parce que en fait tout. Et je préférais que quelqu'un me dise ah j'ai pas envie de faire A, on va faire B. Je dirais ok, bah, si tu veux faire B, essayons de faire B comme ça. Parce que moi, mon boulot au fond, c'est pas tant de dire aux gens quoi faire, c'est comment le faire. C'est le meilleur conseil que vous pouvez prendre des gens d'expérience. C'est jamais le quoi, c'est jamais le pourquoi, c'est toujours le comment. Les gens posent toujours trop souvent des questions de quoi et comment. Pardon. Et quoi et pourquoi, oui, merci. Et ils posent trop rarement des questions de comment. J'ai très très rarement en rendez-vous des questions de comment. C'est très très rare. Mais les meilleurs entrepreneurs ne posent que des questions de comment. Parce qu'ils savent très bien que le quoi et le pourquoi doit être own. C'est intime. Et une fois que vous avez fait ces choix intimes, vous dites, ok, je fais une boîte B2B. C'est quoi les meilleures stratégies sales? Bah, ça, c'est facile. Là, on peut mettre toute la magie de The Family. On peut vous dire, écoute, la meilleure truc, c'est ça, le meilleur mec à qui parler, c'est ça. Le truc, ou dire, je vais faire une app B2C et je vais lancer dans un campus étudiant. Ok, voilà les 10 règles auxquelles tu dois penser. Et ça a beaucoup de valeur. Mais quand les gens ils viennent nous voir, on fait, ouais, j'hésite entre faire une boîte B2B et B2C. Ouais, bah moi, j'hésite entre me marier avec une brune ou une blonde. Hein. T'en penses quoi? Vous imaginez si quelqu'un venait vous voir et vous disait, ouais, alors, mec ou fille? J'hésite, je sais pas, je pose des questions sur moi-même, peut-être les deux, peut-être que c'est une nouvelle forme. Vous voyez, c'est absurde, personne n'oserait dans sa vie personnelle, c'est un bon test. Quand les gens vous parlent, posez-vous toujours la référence personnelle. Si dans la vie personnelle, cette conversation n'a aucun sens, elle ne devrait n'avoir aucun sens dans la vie professionnelle. Personne ne va jamais voir quelqu'un pour parler de ça. Personne, ça n'existe pas. Et bah donc, ça ne devrait pas exister professionnellement. Et les gens devraient apprendre à faire des choix, à être courageux, et ensuite, une fois qu'ils ont fait un choix, assumer ce choix, et aller voir des gens compétents pour leur dire, ok, comment on fait pour assumer mon choix? Et là, on peut y aller à fond. Vas-y, tu veux le micro? Mais il a le micro. J'ai une question d'abord, s'il te plaît. Vas-y, alors, certes, on est étudiant, on a très peu de contraintes, et ça, c'est hyper cool, mais on a quand même d'autres obligations. Les cours, au hasard. Est-ce que, par exemple, toi, est-ce que tu serais peut-être plus indulgent avec l'entrepreneur dont tu sais qu'il est étudiant à côté? Jamais de la vie. Jamais. Jamais de la vie. C'est quoi ton obligation en cours? Je veux dire, si tu es entrepreneur, bah, tu vas pas en cours, point. Enfin, de quoi tu me parles? T'as peur de tes parents? C'est chaud. Après, hein. on est quand même intéressé par le diplôme, sinon... Ouais, mais c'est le problème. Si tu es intéressé par le diplôme, sois étudiant à fond et essaye pas d'être entrepreneur. Si tu es entrepreneur et étudiant, c'est que tu te dis, si ça marche, j'arrête. Si tu n'es pas capable de te dire, si ça marche, j'arrête, continue pas à être entrepreneur. Sois étudiant à fond. Mais il n'y a pas de free lunch. Personne n'a envie de payer tes loisirs. Il n'y a pas de juste milieu, en fait. Non, il n'y a pas de juste milieu. Il y a un manga que vous pouvez tous regarder. Vous connaissez Full Metal Alchemist?
C'est le principe de l'échange équivalent. Je veux dire, en fait, les principes de l'échange équivalent, pour ceux qui ont fait de la chimie, c'est la loi de Lavoisier, revisitée, version spirituelle. C'est rien ne se crée, rien ne se transforme. Dans une réaction chimique, tout ce qu'on a à gauche doit se retrouver à droite. Faire une boîte, c'est pousser le monde dans le sens qui est votre opinion. Qu'est-ce que c'est faire une boîte? C'est dire au monde ce que je pense a suffisamment de valeur pour devenir vrai. C'est ça, faire une boîte. Et pour faire ça, ça veut dire qu'il faut que le monde entier se pousse autour de toi. Cette énergie, tu dois la payer de ton sang. Tu ne peux pas ne pas la payer. Je veux dire, tu ne peux pas espérer que l'échange équivalent, tu dis, ouais, je veux que le monde pense comme moi, mais ça, faut pas les convaincre, faut pas faire d'efforts, faut pas fabriquer de choses. Ben non, tu dois payer cet échange équivalent. Et donc, si tu es étudiant et que tu n'es pas capable de gérer tes cours pour en avoir le moins possible, être malin, hacker le système et machin, bah, oublie. Enfin, c'est pas, si tu as envie d'être le bon élève, le premier promo et être un entrepreneur qui lève une super série A, ça n'existe pas. Il faut choisir. Et c'est pour ça que ça s'appelle prendre des risques. C'est la définition même de prendre un risque. Vas-y. Donc, moi, ma question, elle rejoint la question d'avant. Ouais. Qui... Comment dire à ta mère que tu veux être entrepreneur? Ouais, c'est ça. Mais à un moment, tu abordes le sujet qui est les entrepreneurs qui viennent poser la question du comment. Et c'est par rapport à ça que je vais te poser pareil. Moi, c'est par rapport au sujet lorsqu'on rencontre des gens qui peuvent bouffer le projet qu'on met en place. C'est qui ça? Qui c'est qui va bouffer ton projet? Par exemple, dans mon cas concrètement, j'ai travaillé sur un projet dans le domaine des caddies. Et, des caddies, ouais. Voilà, et il y a une grande entreprise là-dessus. Et avant de lancer ce projet-là, j'en ai lancé un autre avec quelqu'un d'autre. Et on a clairement perdu notre projet. Et la grande entreprise qui travaillait là-dessus a repris notre projet, a continué à travailler et en a profité pleinement. Alors, si tu peux te faire piquer ton projet par le premier venu, c'est que c'était un projet de merde. Non, il faut que tu affrontes ça. Il faut que tu affrontes cette réalité. Il faut que tu te dises, j'ai fait un projet de merde. C'est pas grave. Ouais, bah oui, mais donc, c'est quoi la bonne réponse? C'est que la prochaine fois, tu fais un projet qui ne peut pas se faire piquer. Normalement, les projets ont deux caractéristiques. C'est qu'ils n'intéressent pas les grands groupes parce qu'ils ne sont pas évidents. Je vais te le faire autrement. On ne peut pas dessiner là-dessus, non? On peut m'amener un truc pour dessiner? Je vais te faire un dessin. Tu vas comprendre avec un dessin. La vie est tout de suite plus simple avec un dessin. Surtout que je t'ai dit que tu avais un projet de merde. Donc c'est... J'ai bien compris ce que tu veux dire, mais... Non, attends mon petit dessin. Ouais, mais on va rien voir. Promis, je reviens sur ta question. On passe à la question d'après, comme ça, le temps que le tableau arrive. Vas-y, me dis pas que c'est lié à la question. Non, c'est pas du tout lié à la question. Parce que je vois que tu le pointes. En fait, moi j'ai un problème, c'est que je suis étudiant marocain et que j'ai pas le droit de créer mon entreprise ici. Ouais, je sais, ouais. Et du tu coup, travailles et tu crées pas ton entreprise. C'est pas sympa. Et du coup, je suis là, ça fait un bon moment, ça fait une année que j'essaie de créer mon entreprise, mais je peux pas. Donc, ouais. Tu pourras pas, qu'est-ce que je te dise. Donc, soit t'épouses une Française. Bah écoute, t'es prêt à tout pour ton projet ou pas? Ouais, mais bon... Comment? Ouais, D'ailleurs, en plus, tu peux épouser quelqu'un n'importe où dans l'espace Schengen. ça ouvre quand même plein de possibilités, quoi. Ouais. Voilà. Ou sinon, t'attends. Qu'est-ce que tu... C'est combien? C'est 3 ans, c'est ça qu'il faut attendre Non, il faut attendre le temps de finir son diplôme, avoir une APS et puis commencer son entreprise. Écoutez, je ne vais pas vous le dire autrement. Il y a des contraintes de vie qui sont des contraintes d'inégalité et ça sert à rien d'être frustré parce que la vie aurait toujours pu être pire. D'accord? Tu sais, je m'appelle Oussama, je sais ce que ça veut dire un peu plus que la moyenne. Ça sert à rien de vouloir jouer avec les cartes de quelqu'un d'autre. T'es marocain, t'as pas de papier, tu dois finir ton diplôme et avoir un premier travail pour ensuite être entrepreneur. Boum, c'est comme ça, tu le digères, tu passes à autre chose. Par contre, tu peux faire des trucs marrants. Il y a un truc que tu as le droit de faire, c'est créer une boîte 100% virtuelle. Parce que ça, c'est pas du tout lié à ta nationalité. Il y a plein d'endroits où tu peux incorporer des boîtes. Par exemple, l'Estonie. Tu peux incorporer une boîte en Estonie en étant... bravo mec, hein, t'es informé. Hein. J'ai mon souffleur. Tu peux créer une boîte en Estonie. Le seul critère, c'est qu'il faut que rien n'ait lieu comme prestation physique.
Donc soit tu attends, soit tu crées un truc 100% virtuel. Mais tu ne peux pas faire semblant que ta contrainte ne soit pas réelle. Ou tu es un psycho et tu te maries avec quelqu'un juste pour avoir des papiers. Mais il faut résoudre le problème d'une façon ou d'une autre. Tu as le temps, tu as le psycho, ou tu as le middle way. Mais faut pas... Je sais pas, par exemple, moi je rêve d'être astronaute et je suis trop gros. Bon, j'ai pas envie de maigrir, je vais pas devenir astronaute. Tu vois. C'est pas... Dans la vie, il faut affronter les choses qui te concernent. C'est comme ça. T'es marocain, voilà, t'as pas eu de bol au ticket, ticket de départ. Moi, pareil, libanais, ouais, ok, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça, c'est la réalité. J'adore faire ça. Le monde, tu peux le diviser en 2 grands cercles. Ça, c'est les bonnes idées. Ça, c'est les mauvaises idées. Et ça, c'est l'intersection de ces 2 réalités. Les bonnes idées, c'est le monopole des grands groupes. Les grands groupes, ils font des bonnes idées. Ils se réunissent tous ensemble, ils évaluent des idées, ils tuent les mauvaises idées, ils font les bonnes idées. Et tu ne peux jamais concurrencer un grand groupe sur une bonne idée. Jamais. Si tu as une bonne idée et qu'un grand groupe peut la faire, tu as perdu. Parce que tu n'auras jamais autant de moyens qu'eux. C'est comme si tu te dis, je vais faire une course et j'invite mon pote Ocean Bolt. Bah ouais, si tu essaies de battre Ocean Bolt, il faut que tu le battes à un autre sujet que la course. Parce que Ocean Bolt à la course, même à 50 ans, je pense qu'il nous bat tous les deux. Même dans 20 ans. Parce que c'est Ocean Bolt. Ok ? Donc ça, c'est les bonnes idées. Ensuite, il y a les mauvaises idées. Les mauvaises idées, bah, c'est simple, c'est des mauvaises idées. Donc on ne peut rien en faire. Les mauvaises idées, ça a vocation à mourir et personne ne les fait. Et en général, c'est très rare de voir un grand groupe faire une mauvaise idée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les grands groupes font toujours des trucs insignifiants, mais c'est jamais une mauvaise idée. C'est très rare de voir un grand groupe faire un truc profondément débile. Non, c'est Orange qui va lancer... Non, regarde pour de vrai. Ils font des trucs insignifiants, oui. Ils font des trucs à côté de la plaque, oui. Mais des trucs débiles, non. Ça a même toujours... C'est toujours étonnant parce que tu te dis... Bah ouais, quand tu pitches une idée à un grand groupe, ils ont toujours l'impression de t'avoir toujours tout fait. Parce qu'effectivement, ils ont eu toutes les bonnes idées. Bah oui, ils ont pensé à Uber 5 ans avant Uber, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont pensé à faire une tablette Apple avant Apple. Bah oui, mais elle est pourrie, leur tablette. Parce qu'en fait, les bonnes idées, l'enjeu, c'est l'exécution. Les mauvaises idées, l'enjeu, c'est de les éviter. L'opportunité entrepreneuriale, c'est l'intersection des deux. C'est les bonnes idées qui ont l'air d'être mauvaises. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'une bonne idée qui a l'air d'être mauvaise, tu peux la mettre sur un panneau de 7 par 3 mètres, dans la rue, personne ne te la piquera. Parce que tu diras quelque chose de tellement contre-intuitif, tellement bizarre, que les gens vont se dire « mais attends, ça ne marchera jamais ce truc ». C'est un peu, par exemple, Steve Wozniak avec Hewlett-Packard. Hewlett-Packard possédait les droits sur le premier Apple. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais comme Steve Wozniak était employé d'Apple, de Hewlett-Packard, Hewlett-Packard avait un droit de first regard sur tous les produits développés par leurs employés. Alors Steve Wozniak, il est venu avec son ordinateur en bois, il a dit voilà, c'est un Apple I. Le mec, il a regardé, il a dit oui, vous voulez en faire quoi? Je veux en vendre. Vous croyez que les gens vont acheter ça? Oui, oui, bah vas-y, faites-le votre projet personnel. Et ce jour-là, Hewlett-Packard a perdu Apple dans ce bureau. Pourquoi? Parce que penser que les gens vont acheter un ordinateur à la maison, c'est une bonne idée qui a l'air d'être mauvaise. C'est inimaginable qu'on aurait tous un ordinateur un jour. Quand vous êtes dans les années 70 et que vous regardez le futur, vous ne vous dites pas tout le monde a un ordinateur à la maison. Les ordinateurs, c'est des vieux trucs, lourds, etc. Et ton problème de caddie, c'est quoi? C'est que tu as été servir sur un plateau une bonne idée. C'était une bonne idée. Au départ, c'était pas une bonne idée, ça paraissait pas comme étant une bonne idée. À partir du moment si, où... la preuve, ils t'ont piqué. Ils me l'ont piqué à partir du moment où où il y a eu une évidence à travers... oui. Donc c'est une bonne idée. Attends, Facebook, la 10e année d'existence, Facebook, la 10e année d'existence, les mecs chez Google avaient un débat si Facebook était un phénomène de mode ou pas. Tu vois la différence? Ça a 200 millions d'utilisateurs, ça marche, et les mecs regardent et se disent, franchement, on va pas faire la même chose, ça va mourir l'année prochaine. Et Facebook avait 10 ans à ce moment-là. Donc tu vois, c'est justement tout le sujet. Si tu me dis que ce que tu es en train de faire, quelqu'un peut te le piquer, il faut faire quelque chose que les gens n'ont pas envie de te piquer ou qu'il est impossible de te piquer. Soit c'est parce que tu as un savoir-faire unique,
soit c'est parce que... Mais si tu fais quelque chose qui est une commodité et que les autres peuvent te piquer, bah, ils te le piqueront. Mais par rapport à ça, merci, tu as avancé le truc. Je pense à voir comment ne pas être piqué. Non, tu peux pas. Ce qui doit être piqué sera piqué. Il n'existe aucune serrure, aucun lock, aucun contrat, rien qui protège du vol. Rien. La seule chose qui protège du vol, c'est cette position. Ensuite, par rapport aux idées et bonnes idées, je voulais aussi savoir est-ce que je pouvais aussi confronter à la limite l'idée concrète là maintenant que je vais mettre en place pour savoir si c'est la mauvaise ou c'est la bonne. Mais ça, il n'y a que toi qui peux savoir. Je le sais déjà. Eh ben alors, fonce. Mais le souci, c'est que j'ai rencontré le même problème auparavant. C'est-à-dire que cette impression que j'ai eue pour le premier projet, je l'ai encore avec beaucoup plus de détermination maintenant pour le deuxième projet. Mais j'ai eu quand même la même impression. D'accord, et donc, t'as peur de te le faire piquer à nouveau? Bah oui, je voulais savoir comment je pourrais... Tu peux pas, tu ne peux pas. Regarde autour de toi, il n'y a aucune serrure qui tient. Aucune. Il n'y a rien qui protège une idée. Les idées, c'est libre, Là, on est même plus dans l'idée, on est dans quelque c'est chose comme dans de La concret, Reine des mais- Neiges. Comment? Ok. Ouais. Pense à la chanson dans La Reine des Neiges. Rechante cette chanson dans ta tête. Tout est dedans. De rien. Salut, alors je suis comme mon ami marocain, Oui, je au sais. départ. Encore un autre. Alors ma question en fait, bah, j'ai pas envie de marier. Par D'accord. contre je suis intéressé par les tenues, trucs, comment ça se D'accord. passe? Comment ça se passe? C'est quoi les règles? Va sur Google. Let me Google that for you, my friend. Ok. Je suis pas un service administratif de création de boîte en Estonie, quoi. Non, je me demandais, c'est quoi les règles en fait, les lois pour les impôts, les taxes qu'il faut avoir en tête en tant qu'entrepreneur? Tu vas sur LeapIn, http leap.in, et tout est là-dessus. Ok, merci. De rien. Salut. Du coup, moi, ma question c'est, t'en penses quoi au lieu de monter sa boîte, de reprendre une boîte et de la développer à fond? C'est intéressant, c'est une question qu'on m'a jamais posée. Ça montre, sans doute, ça montre à quel point on est égotique dans l'univers des startups, on aime bien créer des trucs nous-mêmes, machin. Je vais te la faire en une phrase simple. Il y a beaucoup plus de gens riches sur Terre qui ont racheté des boîtes que de gens qui en ont créé. Point. C'est beaucoup plus simple de prendre un truc et de le développer. Après, c'est pas le même métier, pas la même aventure. Je sais pas trop comment on fait, pour être honnête. C'est très théorique pour moi. Mais oui, c'est évidemment que c'est une super opportunité. Partir de quelque chose qui existe déjà et le développer, c'est tellement plus simple que de créer un truc de zéro. C'est une évidence. Vas-y. Tu penses quoi des incubateurs, en fait, des écoles de commerce, universités, etc. Tu as déjà commencé à évoquer le sujet. Et des incubateurs de grands groupes. Il y en a de plus en plus. Je vois ton regard déjà. Je vais me faire engueuler, on va me dire que j'ai fait une réponse à l'emporte-pièce, machin. Disons que quand t'es puceau, faut éviter d'aller chercher tes conseils auprès de gens prépubères. Ça répond à ta question? Cool, donne. Prépubère, biologiquement inapte. Si vous le faites quelque chose pour la première fois et que vous allez voir quelqu'un qui est biologiquement inapte à le faire, ça marche pas. Vas-y. C'est pas toi qui as le micro? Ah non, c'est pas un micro, c'est un stylo, je suis tellement myope. Ah, vas-y. Bonsoir. Bonsoir. Il me semble que dans une conférence, tu avais évoqué le fait qu'il fallait plutôt être joueur de poker que d'échecs. Ouais. Je le trouve extrêmement dur envers les joueurs d'échecs. Non, au-delà de la boutade, est-ce que ça dépend pas aussi du type de business dans lequel t'es et d'une manière d'identité de la boîte? T'es d'accord avec moi qu'on peut pas bluffer aux échecs? Si? Alors déjà si. Ah bon? D'accord, ok. Je comprends, mais d'un seul coup, l'histoire devient trop compliquée.
Laisse-moi ma caricature des joueurs d'échecs. Mais c'est super intéressant ce que tu dis. C'était juste l'amorce en fait. Mais en fait, est-ce Comment qu'il n'y a pas aussi une identité de type de personne et de méthode de développement en fait? Si, bien sûr. Ça, c'est bien sûr. Évidemment. J'ai raconté cette histoire parce que j'ai voulu montrer à quel point cette métaphore qui est fondée sur la caricature qu'on a tous des joueurs d'échecs et de machin, parce que la plupart d'entre nous, on sait pas vraiment ce qu'est un joueur d'échecs, tu vois. Ça permet finalement de sentir émotionnellement ce que ça veut dire faire une boîte. Tu joues aux cartes, tu choisis pas vraiment les cartes, de temps en temps tu bluffes, de temps en temps tu as une bonne main, etc. Et donc c'était plus pour dire que le poker représentait bien la vie entrepreneuriale que de dire que les joueurs d'échecs. Maintenant, si j'ai envie de jouer à ton jeu et de reprendre ton image, les très bons joueurs d'échecs qui jouent au poker, ça doit être super stylé. Mais c'est autre chose. À la fin, ce qui est intéressant, c'est pas le joueur, c'est le jeu. Et l'entrepreneuriat est plus un jeu de poker qu'un jeu d'échecs. Mais un joueur d'échecs peut jouer au poker. En fait, l'excès de planification serait même contre-productif dans cet exemple-là. Ouais, mais c'est pour ça que de la même façon, quand tu joues aux échecs, si tu ne fais que de la planification, c'est contre-productif aussi. Donc tu vois, encore une fois, si tu rentres dans le détail des choses, la réalité est toujours plus complexe que la moindre histoire qu'on raconte dessus. Donc c'est pas le... C'est comme en maths, il y a toujours une infinité de façons de résoudre un problème, et il y a toujours une infinité de façons de réfléchir à un problème. Par exemple, récemment, on m'a montré un truc qui m'a fait mourir de rire. Vous savez, on a tous appris Pythagore, vous vous souvenez de ça? A carré plus B carré égale C au carré. Dans un triangle rectangle. Et récemment, en fait, quelqu'un m'a dit, bah oui, mais en fait, je sais plus pourquoi on parlait de ça, il me disait, on apprend très mal aux enfants parce que si on leur montrait visuellement ce que ça veut dire... Alors le problème, c'est que je dessine pas très bien. J'ai pas de règles, soyez indulgents avec mes talents de dessinateur. J'en ai oublié un là. Oula, oui. Pardon. Donc A carré, B carré. Donc voilà. Voilà. Donc B A B A B A. Bon, il est vraiment mal fait mon dessin. Mais vous voyez, quand on vous le présente comme ça, le théorème de Pythagore, il a tout de suite l'air plus évident. C'est la réponse géométrique au problème. C'est qu'en fait, A au carré et B au carré, donc x 2, ça fait un carré au milieu qui est le carré de C. Vous voyez, 4C. B au carré plus A au carré égale 4C. Quand vous le représentez comme ça, d'un seul coup, on comprend la réalité géométrique de la chose. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ce théorème, on peut aussi le présenter d'une façon fonctionnelle, on peut aussi le présenter sous forme de matrice, on peut résoudre ce problème avec des vecteurs. Il y a 1 milliard de façons de résoudre ce problème. L'entrepreneuriat, c'est la même chose. Alors le problème, c'est quand tu enseignes les maths, il faut bien que tu trouves des images qui marchent. Et si tu dis aux gens, il y a une infinité de styles, il y a une infinité de machins, bah, c'est compliqué. Il faut essayer de trouver des explications qui sont universellement comprises pour qu'on ait un langage commun, quoi. Mais évidemment que ce qui fait les entrepreneurs, c'est la singularité. La singularité, c'est le fait d'être unique. Et pour chaque nouvelle aventure entrepreneuriale extraordinaire, il y a un nouveau style unique. Si vous êtes inspiré et inspirant, vous trouvez toujours votre propre voix, en fait. Merci. De rien. Bonjour Oussama, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Jérémy. Salut Jérémy. C'était marrant parce qu'elle était devant toi et je pensais que c'était elle qui avait cette voix. Je me suis dit, c'est chaud. Mais non, en fait. Ouais. Tu parlais tout à l'heure du fait que ça sert à rien, si on veut être entrepreneur, ça sert à rien d'aller dans des grosses boîtes, de faire donc du conseil ou quoi que ce soit. Sauf que quand
t'as rien fait avant et que t'arrives dans un fonds d'investissement et que tu proposes juste un concept, c'est très difficile de lever des fonds. Putain, mais c'est un truc. J'ai tous envie de vous fracasser. Avec plaisir. Mais vraiment, tu te rends compte de la façon dont tu poses la question. À ton avis, disons que t'as 1000 clients. Ouais. Et t'as jamais bossé de ta vie, et t'as jamais été en conseil. Et t'as 0 client et t'as été en conseil. Lequel des deux a le plus de chances de lever? Je sais pas, je lève pas de fonds. Bah si, c'est celui qui a 1000 clients, fais pas semblant. C'était une question théorique, mon pote. Et en fait, la façon dont tu poses la question, c'est encore une fois croire que la levée de fonds, c'est un dû et une étape. Si tu es en train de me dire que si tu vas travailler en conseil, les VC qui viennent du conseil, tu as plus de chances d'avoir une homogénéité culturelle avec eux et de lever de l'argent, il n'y a aucun doute. C'est vrai. Mais la probabilité que cet argent produise une grande boîte, elle est aussi nulle. Et c'est ça en fait le point. Le point, c'est que travailler dans une entreprise ne prépare pas à l'entrepreneuriat. Ça ne veut pas dire que les gens qui ont travaillé dans une entreprise ne font pas des bons entrepreneurs. Ça veut juste dire qu'ils n'ont aucun avantage comparé à ceux qui ne travaillent pas. Et c'est pour ça que cette histoire de se dire « je vais aller travailler pour bâtir une crédibilité d'entrepreneur », c'est une vision complètement twisted de tout ce qui ne marche pas sur ce marché. C'est parce que ce que tu viens de dire est bizarrement et caricaturalement vrai que c'est très gênant pour un entrepreneur. Parce que ça ne t'avance pas. Ce qui t'avance, c'est d'avoir des clients. Pour avoir des clients, il faut avoir un bon produit. Pour avoir un bon produit, il faut travailler dur. Ouais, mais entre celui qui a 0 client et qui a un background et celui qui a 0 client et juste le concept, on donne l'argent à celui qui a le background. Oui, et aucun des deux a plus de chances de réussir, donc ça sert à rien. Et donc les 5 ans que tu as passé en conseil t'ont permis juste d'avoir un petit champignon à Mario, et tous les bons joueurs de Mario savent que ça sert à rien de prendre le champignon. C'est tout. T'as un champignon, c'est cool. Mais en fait, tes 5 ans en conseil te coûtent plus cher que t'as levé. Parce que tu te rends pas compte que tu vas créer des coûts, une vie, etc. Et qu'en fait, en termes d'argent, les 500 000 ou 1 million de premiers euros que tu vas lever ne vont rien changer à ta probabilité de réussir. Rien. Et c'est terrible, parce que beaucoup de gens le font pour ces raisons-là. C'est comme quand tu travailles en banque. Si tu as travaillé 5 ans en banque, tu as suffisamment de potes. Qu'est-ce qui se passe quand... Tous mes potes qui sont en banque, qu'est-ce qu'ils font? Au bout de 5 ans, ils sont déprimés, lessivés, ils créent leur boîte, et tous les mecs qui restent dans la banque investissent leur bonus. Résultat, en day one, ils ont de l'argent et un ego surdimensionné. Ils passent 2 ans à dépenser cet argent, au bout de 2 ans, ils n'ont plus rien. Ils vont voir leurs potes et disent « Ah ouais, c'est dur d'être entrepreneur. » Et ils ont rien appris. Et ils retournent en banque en général. Et en plus, ils retournent en banque, ils font une Falcon, ils disent « Ouais, j'ai échoué. » Et comme par hasard, ça dure le temps de leur chômage. C'est quand même étrange que la plupart des gens qui témoignent à Falcon ont fait de l'entrepreneuriat 18 mois. Je trouve ça très louche. Mais parce que quand t'es entrepreneur, c'est un choix de vie. C'est pas un truc, t'es pas Mickey Mouse. C'est pas un truc, tu mets un masque et c'est cool. Non, c'est un truc que tu dois porter à l'intérieur de toi. Et donc si tu commences à dire, je vais aller travailler en banque, ça va monter ma crédibilité, c'est que tu penses que l'avis des autres vaut plus que ce que tu es capable de créer. Et donc tu viens déjà de perdre au premier jeu. C'est tout, t'as perdu. Il n'y a pas genre, t'as le droit de remettre une pièce. Si vous pensez que l'avis des gens sur vous a la moindre valeur, et si vous pensez que l'opinion des gens a la moindre influence sur ce que vous avez envie de faire, oubliez l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pas un jeu de gens qui ont besoin d'avoir l'air cool et qui ont peur de pas être le mec cool dans la cour de récré. Ces gens-là, ils deviennent jamais entrepreneurs. Parce que ces gens-là, ils sont tellement terrifiés par ce que les autres pensent qu'ils ne feront jamais le truc ridicule qui fait la différence. Et c'est toujours des trucs ridicules. Regardez toutes les histoires que vous entendez à longueur de journée. L'une des meilleures histoires que j'ai entendues récemment, c'est les mecs qui travaillaient chez Google et qui fabriquaient les serveurs en Lego. Parce que Google n'avait pas d'argent. Et donc ils avaient des serveurs, des racks en Lego. Et à chaque fois qu'ils allaient installer leur serveur, ils avaient des grandes boîtes qui à côté ricanaient en disant « Regarde-moi ces abrutis, ils ont des serveurs en Lego. » Ouais, bah eux ils ont fait Google. Je me demande bien qui rigolera mieux le dernier. Et c'est toujours comme ça. Et c'est toujours... Ces histoires, elles se répètent et elles se répètent. Même en politique, quand Macron vient, il dit « Ouais, pas de parti, machin, boum, il gagne. » Bon, ok. Et les gens ne voient pas le phénomène startup. Mais le phénomène startup, c'est que quand vous êtes libre de toute attache, vous avez le droit d'être fou, et quand vous avez le droit d'être fou, vous découvrez des choses non évidentes. L'entrepreneuriat, c'est quand on passe de l'autre côté du rideau. C'est qu'on voit des choses que les gens ne voient plus. C'est que vous voyez le monde à votre façon.
Vous voyez les règles à votre façon, avec votre envie. Et ces règles-là, évidemment, elles ne s'appliquent pas à tout le monde. Et donc, toutes les histoires d'aller trouver un travail, prendre un travail, faire des choses, c'est... Et ça ne veut pas dire, attention, que c'est pas cool d'aller bosser. Si vous, par exemple, moi, les gens que je ne supporte pas... Récemment, on a un de nos meilleurs entrepreneurs qui vient de la banque. Et il y avait un truc qui m'avait marqué dans son entretien. J'étais trop excité parce qu'il était venu. Et donc, évidemment, bah, moi, j'ai des gens dans mon équipe qui n'ont pas travaillé en banque. Alors, ils se sentent un peu, genre... Donc, ils lui ont posé comme question, bah alors, pourquoi t'as été travailler en banque, tu t'es ennuyé? Et le mec a fait, bah non, j'ai adoré. C'était un métier passionnant que j'ai fait pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, j'avais fait le tour de la question. Et je me suis dit, ce métier m'apprendra plus grand-chose d'autre. Donc, j'ai décidé de devenir entrepreneur et d'apprendre l'entrepreneuriat. Boum, dans ta gueule. Quand j'étais banquier à fond. Moi, je respecte les gens qui font les choses à fond. Il n'y a pas de faire des bonnes choses et des mauvaises choses. Mais les gens qui vont en banque, et on en a tous dans notre entourage, en consulting, en audit, et qui gênent toute la journée. Et gna gna gna, c'est dur. Et gna gna gna, je travaille beaucoup. Et je sais pas quoi, mes horaires. Et je suis resté jusqu'à minuit. Mais bordel, t'es pas un esclave. Personne force les gens. Et pourquoi ces gens-là sont insupportables? Parce qu'en fait, ils sont en train de penser qu'ils sont en train de payer le prix de leur gloire future. Donc, ils sont en banque, ils travaillent dur, et ils se disent « Ouais, ça vaut le coup parce que j'aurai des avantages. Moi aussi, un jour, j'aurai le droit d'humilier des gens. » Mais c'est un contrat pourri. Si vous êtes en banque et que vous aimez ça, mais allez en banque. Si vous êtes en conseil et que vous aimez ça, allez en conseil, allez-y à fond. Mais n'allez pas croire que ça vous donnera le moindre avantage comparatif pour la suite. Et d'ailleurs, by the way, qu'est-ce qui se passe quand vous sortez de banque, etc. C'est que la plupart des gens qui veulent investir sont toxiques. Parce que c'est des gens de la banque. La vraie rupture, si vous avez passé 10 ans en banque, vous dites merci, vous dites au revoir, et vous allez développer une boîte, et vous recommencez à zéro, et vous utilisez le savoir, l'expérience, l'énergie que vous pouvez prendre, vous laissez de côté tout ce qui ne sert à rien, et vous recommencez à zéro. Ça, c'est des parcours de vie intéressants. Et je sais pas, par exemple, l'un de nos meilleurs entrepreneurs, il était directeur de l'innovation de Canal+. La fois, je racontais ça à quelqu'un, je disais, ouais, le mec est incroyable, il était directeur de l'innovation de Canal+. Le mec disait, t'as pris un directeur de l'innovation de Canal+. Je disais, en même temps, j'ai un associé qui est énarque, inspecteur des finances. Hein, donc, si je devais m'arrêter aux étiquettes, ça fait longtemps que j'aurais pas commencé. Et parce que les étiquettes, ça marche dans les deux sens. Parce que maintenant, avant, être directeur de l'innovation, c'était une étiquette cool. Mais maintenant, l'écosystème start-up est tellement timbré que les gens qui ont un travail, ils ont limite honte d'avoir un travail. Là, les chômeurs, c'est les entrepreneurs. Alors, mettons les choses en place. Hein. On va juste remettre les gens là où ils méritent d'être. Mais c'est pas grave. Parce que la vérité, c'est que chômeur ou travail, ce qui compte, c'est l'attitude que vous avez par rapport à ça. C'est est-ce que vous êtes à fond? Est-ce que vous êtes sincère? Est-ce que vous êtes authentique? Ou est-ce que vous êtes dans un plan machiavélique à 5 étapes dont personne ne connaît l'issue à part vous, en disant, vous savez, c'est les gens, ils vous disent, ouais, alors je vais faire... En politique, il y en a plein comme ça. Oui, alors je vais devenir député pour être conseiller du mec qui va... Mec, ça ne marche jamais les plans. Il y a un proverbe que j'adore, c'est Dieu rigole de nous tous, mais surtout de ceux qui ont un plan. Et je pense que ça, il faut l'écrire sur les murs des entrepreneurs et leur répéter à longueur de journée. Ça ne marche pas d'avoir des plans machiavéliques. Ça finit toujours n'importe où. D'ailleurs, si vous lisez Game of Thrones, il y a un truc que j'ai adoré dans Game of Thrones, c'est que la plupart des plans foirent. Je sais pas si vous avez remarqué ce truc, les mecs ils sont là, ils stratégisent pendant des heures, puis 3 chapitres plus tard, les mecs ont été tués, quoi. C'est parce que ça marche pas, et je pense que dans Game of Thrones, on voit la puissance de la tragédie, et la puissance du fait que la majorité des choses dans la vie sont pas dans notre contrôle. Vous êtes, si vous voulez vraiment avoir un acte d'humilité, comprenez que la plupart des choses qui vous arrivent dans votre vie sont pas dans votre contrôle. Ce qui est dans votre contrôle, c'est d'être sincère, honnête, authentique, travailleur, ça c'est dans votre contrôle. Le reste, ça vient, ça part, ça vous tombe dessus, ça vous tombe pas dessus. Tout ça, c'est la tragédie grecque de la vie. Mais ça ne sert à rien de croire que vous pouvez être plus malin que celle qui tisse votre fil. Question, dernière question peut-être. Ouais, ici. Ouais. Merci pour tes remarques pertinentes. Juste, je voulais revenir sur... tu parlais des bonnes idées, des mauvaises idées, et qu'en fait, il fallait faire un truc entre les deux, un peu. Enfin, trouver une mauvaise idée qui, en fait, qui trouve une bonne idée qui, en fait, a l'air d'une mauvaise idée.
Et en fait, il y avait une question là tout à l'heure de notre ami sur justement en fait la barrière à l'entrée. C'est-à-dire, est-ce que finalement une idée qui n'a pas l'air d'être une bonne idée à la base, un grand groupe il va pouvoir la copier rapidement, mais s'il y a une barrière à l'entrée, peut-être s'il y a une partie tech ou un brevet ou quelque chose, qu'est-ce qui fait que rien. Comment tu fais pour te prémunir d'un Je vais te répondre la même chose qu'à lui. Je vais te répondre la même chose qu'à lui. Rien. Les gars, c'est la guerre dehors. Si quelqu'un a l'opportunité de te piquer ce que tu fais, il va le faire. Et il n'y a rien qui peut te prémunir à part courir vite. Dans ce cas-là, toutes les boîtes se font copier. Toutes les startups. Et alors justement, comme c'est pas le cas, pourquoi Tu disais l'effet de mode Facebook. Mais non, mais quel effet de mode Facebook? J'ai pas compris. Tu disais au bout de 10 ans, ils se disaient encore que c'était un effet de mode Facebook. Oui. Mais tu vois bien, pourquoi si ça arrive sur Facebook, ça arrive pas sur le reste? Deux choses. La concurrence, c'est non réel. Les gens pensent que si vous avez un concurrent, vous avez moins de chances de gagner, c'est pas vrai. C'est très rare que la concurrence, winner take all, c'est extrêmement rare. D'accord? Donc par exemple, la 1000e plus grosse boîte de savon, elle gagne 100 millions par an. C'est-à-dire qu'il y a 1000 boîtes de savon dans le monde qui gagnent plus de 100 millions d'euros par an. Ok? Prenons Alan, par exemple, dans les assurances. Vous connaissez Alan comme startup? Alan, il y a 32 boîtes en France, 32 boîtes, qui font la même chose qu'Alan, la même chose, depuis 40 ans, et qui gagnent plus de 100 millions d'euros tous les ans. 32. Point. Vous croyez que si Alan était dans votre genre, il aurait dit « Oh, il y en a déjà 32, pourquoi 33 ?» Non. Parce qu'en fait, la vie, c'est pas comme ça. Si vous faites quelque chose, vous faites votre propre version. Et votre propre version, elle sera toujours différente des autres. Si là, j'avais une baguette magique, je rêve tellement d'avoir une baguette magique, et je fais disparaître toutes les chaises et fais apparaître une table où on va tous avoir les mêmes ingrédients, la même température, le même four, le même chocolat, la même recette. Et je vous dis, vous avez tous 30 minutes pour faire un gâteau au chocolat. Ok? Qu'est-ce qui va se passer là? Eh bien, quelqu'un va faire un gâteau au chocolat qui sera meilleur que tous les autres gâteaux au chocolat dans la pièce. Ok? Maintenant, imaginons, parce que je suis Dumbledore, donc non seulement je l'ai fait dans cette pièce, mais je l'ai fait dans 100 pièces à travers le monde. Et je prends les 100 gagnants de ces 100 pièces et je les mets dans la même pièce et je leur fais faire 100 gâteaux. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quelqu'un fera un gâteau qui sera meilleur que tous les autres. Et pas un peu meilleur. Fondamentalement meilleur. Mais qu'est-ce qui est drôle dans la vie? C'est que la vie, c'est cette expérience défragmentée. D'abord, il y a plein de gâteaux à to cook, il n'y a pas que des gâteaux au chocolat. Donc on n'est pas réellement en concurrence directe. Et quand bien même on est en concurrence directe, il y a deux choix. Soit on est dans une situation où le concurrent nous fait du mal, et c'est rare, mais ça arrive. Ça veut dire qu'on a un actif qui n'avait pas tant de valeur, et que notre version de l'actif n'était pas une version intéressante. En clair, notre gâteau au chocolat est tellement dégueulasse qu'en fait, quelqu'un d'autre fait un gâteau au chocolat, tu crois qu'il te copie, alors qu'en fait, il fait juste quelque chose de mieux. Et donc tu penses que tu meurs parce qu'il t'a copié, alors que tu meurs parce que t'es pas bon. Tu vois? Et c'est plus facile de se dire qu'on a été tué par quelqu'un d'autre que par soi-même. Et la deuxième chose, c'est que évidemment qu'il y a plein d'autres choses à cuisiner que les gâteaux au chocolat. Mais l'univers, il est fractaliste. Et il y a toujours un mec qui gagne plus d'argent que tous les autres sur Terre. Ça veut pas dire que tous les autres n'ont pas une vie intéressante. Mais il y a forcément un premier et un dernier. Ça peut pas être autrement, en fait, vu qu'on est dans un ensemble prédéterminé. Et donc c'est ça, en fait. Faut arrêter ces obsessions de concurrence. Et surtout, by the way, notre ami, là, il fait un truc qui est courant dans l'entrepreneuriat. Ça s'appelle de l'overlearning, le surapprentissage. En général, quand vous faites une erreur, vous savez, les gens adorent dire « on apprend de ses échecs ». Alors laissez-moi vous révéler un secret. L'échec, c'est comme le succès. C'est un très, très mauvais professeur. Qu'est-ce qui se passe quand les gens échouent? En général, ils surapprennent. Ils ont tendance à prendre une leçon de ce qui leur est arrivé post-traumatique. Exemple typique. La semaine dernière, il y a un entrepreneur qui vient à The Family. Je lui dis « Pourquoi ta boîte d'avant, ça n'a pas marché ?» Il me dit « Je me suis engueulé avec mes cofondateurs. C'était l'horreur, c'était des cons. Cette fois, je crée ma boîte seul. » Ça, c'est un overlearning. Pourquoi? Parce que la bonne conclusion, c'est cette fois, je vais faire très attention à qui je m'associe. C'est ça, la bonne conclusion. Conclure parce que ça s'est mal passé une fois, c'est comme si les gens se disaient « Ah ouais, non mais la dernière fois, je me suis fait larguer, plus jamais de ma vie, on me reprend avec une meuf. »
Bizarrement, dans la vie perso, vous avez vu, ça marche bien ce test. Personne ne fait cet enseignement dans sa vie perso. Pourtant, dans sa vie pro, les gens passent leur temps à le faire. Ils passent leur temps à faire des extrêmes de trucs. Oh, j'ai pris un mec, il avait un MBA, il était nul, plus jamais je prends un mec à un MBA. Ah ouais, c'est connu ça. 100% des mecs ont un MBA sur Terre, ils sont comme ce mec. Et c'est parce qu'il a un MBA qu'il est comme ça. C'est très connu. Ouais, j'étais avec un polytechnicien, ça s'est mal passé. Ouais, bah je sais pas, moi je suis avec un polytechnicien, ça se passe très bien. C'est parce qu'en fait, la réalité est toujours plus complexe que ce que les gens imaginent. Et donc, faites attention à l'overlearning. Faites attention, évidemment que quand on échoue, on apprend des choses, mais n'apprenez pas plus que la leçon nécessaire. Soyez pas post-traumatique par rapport à ce qui vous arrive. Allez, dernière vraie question, vas-y. Oui, merci. Donc, Non, faut que j'aille, là. je voulais savoir comment on fait pour avoir la bonne idée qui ressemble à la mauvaise et qui soit aussi alignée avec, sa personnalité. Parce qu'il faut avoir de la passion, sinon, Ouais. voilà, ça ne Et marche bah, pas. on le fait. C'est tout. Mais En fait, je vais t'expliquer la raison pour laquelle c'est dur, et la raison pour laquelle 99% des gens dans cette pièce ne le feront jamais, c'est parce que la réponse à cette question ne peut être qu'une réponse intime. Si j'avais une baguette magique et que j'étais capable de répondre à ta question, encore une fois, je serais beaucoup moins pauvre que je suis. Je le suis pas, ça se prend riche. Donc, c'est-à-dire que j'ai pas compris. Et la vérité, c'est que je pense pas que qui que ce soit sur Terre est capable de répondre à cette question. Et c'est la raison pour laquelle l'entrepreneuriat, c'est tellement dur. L'entrepreneuriat, c'est dur parce que c'est des choix. Et quand tu fais des choix, tu as plus de chances de te tromper qu'à d'avoir raison. Si je te dis, tiens, on va jouer à un jeu. Je vais choisir un nombre dans ma... Je vais écrire un nombre. Regarde, tu vas comprendre. Je vais écrire un nombre sur ce papier. Si tu tombes sur ce chiffre, d'accord, je te donne 10 000 € d'Action The Family. Monsieur l'huissier, donc donne-moi un chiffre entre 1 et 1000. 42. 42 ? Raté, c'était 961. Bah voilà, c'est ça l'entrepreneuriat, tu dois faire un choix, t'as pas fait le bon, t'as le droit de rejouer 999 fois. Sauf qu'à chaque fois que tu vas jouer, moi je vais avoir une incitation à arrêter de jouer. Et c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça, l'entrepreneuriat. Tu viens de rater une chance d'avoir 10 000 € d'Action The Family. Maintenant, essaie de faire un truc qui est dans ton contrôle. Merci beaucoup. Au revoir.